Retour dans les années 90. Tu ouvres les yeux, mais tu ignores ta femme et ta fille affamées. Tu t'en fiches totalement. Au lieu de ça, tu deviens fou. Tu pars fouiller dans la décharge. Et tu déterres un vieux bout de verre couvert de mousse verte. Tous les voisins pensent que tu es cinglé. Seul toi connais ta vie passée. Tu étais chef technique d'un groupe valant des milliards. Donne-moi juste un vieux fer à souder. Je peux fabriquer une grande télécouleur à la main. Elle servira non seulement à gagner de l'argent pour manger, mais aussi à offrir une bonne vie à ta famille. Un cri déchirant perce brutalement l'esprit de Shen Metro. Quelqu'un hurle, supplie qu'on ne prenne pas le manteau, disant que c'est vital pour échanger des médicaments contre la fièvre de l'enfant. Shen Metro ouvre brusquement les yeux. Il voit des murs de journaux jaunis et des fenêtres abîmées. Ce n'est pas son labo moderne et high-tech. Dame souvenir étrange d'un laboratoire envahit sa tête. Shen Metro comprend tout de suite. Il est revenu à la vie. Dans sa vie précédente, il a commencé en réparant des pagés dans le quartier Zenua. Il est devenu chef technique d'un groupe industriel valant des milliards. Dame machine à commande numérique, opus électronique. Il pouvait se dessiner des plans les yeux fermés. Mais aujourd'hui, il n'est qu'un parieur paresseux dans une zone pauvre des années 90. Un cri brutal le tire de ses pensées. La porte est grande ouverte. 3 hommes costauds pleins de cicatrices portent de grands manteaux militaires et bloquent l'entrée. Le chef est Qian Hu, l'usurier du propriétaire d'origine. Aujourd'hui, ils ne volent pas d'humains. Ils ne prennent que des biens. Shen Metro, tu dois 150 yuan. Aujourd'hui, avec les intérêts, on exige un peu d'intérêt. 2 hommes fouillent partout. Un costaud donne un coup dans une vieille armoire et trouve le dernier demi-sac de farine de maïs de la famille. Il emmène tout. Sa femme Ye King se précipite. Elle attrape fermement le bras du costaud. En pleurant, elle dit que c'est la nourriture de leur fille pour demain. Le costaud la repousse d'un coup et jette Ye King violemment au sol glacé. Un autre costaud se précipite vers le vieux poêle. Il prend la seule chose de valeur, la marmite. Il dit fièrement à Qian Hu. La marmite est bien lourde. Ça vaut 2 vannes à la casse. Ye King est sonnée de la chute. Elle retourne en titubant vers le lit et serre une vieille veste en pleurant fort. Qian Hu, grand frère, je t'en supplie, sois généreux. Duoduo a de la fièvre depuis 2 jours. Je dois échanger le manteau au marché noir contre des médicaments. Sur le lit, il y a une vieille couverture. Duoduo, une petite fille de 4 à 5 ans, a le visage tout rouge de fièvre. Elle crie maman avec douleur. Elle dit qu'elle a mal à la tête. Le costaud avec la marmite s'approche. Il attrape la veste et tire fort. Il insulte Ye King qui refuse de lâcher. Il dit tu ne payes pas tes dettes. Voilà ce qui arrive. Ta fille a de la fièvre, ça me regarde pas. Ye King protège la veste à tout prix. Ses doigts deviennent tout blancs. Le costaud lui dit qu'elle abuse. Il lève la jambe pour la frapper. À ce moment-là, un grand bruit explose sous le pied du costaud. Le pied reste en suspens. Shen Metro s'est soudain levé. Son regard a changé. Fini l'air soumis du propriétaire d'origine. C'est remplacé par une froide autorité de chef d'entreprise. Il tient fermement une vieille clé rouillée qu'il a trouvée sous le lit. Tu veux faire peur avec ce vieux outil. Si demain tu ne paies pas, on prendra la maison et on jettera toute la famille dans la neige pour mourir. À peine dit, Shen Metro avance d'un pas. Il fixe Qian Hu, lève la clé rouillée et frappe de toutes ses forces le cadre de la porte. Dame copeaux vole partout. Le vieux cadre de porte est profondément abîmé. Dame morceau de mur tombe. Cette agressivité fait reculer les usuriers. Qian Hu tremble de tout son corps. Il recule d'un demi-pas. Les 2 costauds sont choqués. Ils lâchent la veste. Qian Hu insulte Shen Metro, le traite de fou. Demain à midi, l'argent devra être là, pas un sou manquant. Silence total dans la pièce. Qian Hu regarde les yeux rougis de Shen Metro. Il a peur au fond de lui. Son instinct de voyou lui dit « Ce parieur est bizarre aujourd'hui. S'il est poussé, ça pourrait devenir sanglant. » Qian Hu serre les dents. Il menace Shen Metro, lui donne juste une nuit jusqu'à demain midi, 12 heures. Sinon, il lui brisera la jambe et jettera femme et enfant dehors. Les 3 costauds prennent la farine et la marmite. En jurant, ils se précipitent dans la tempête. Encore le silence dans la maison. Ye King s'effondre au sol. Elle serre le précieux manteau. Regarde Shen Metro avec peur. Le coup de porte tout à l'heure. Même elle n'en revient pas. Où trouver l'argent pour demain? Avec 150 yuan, ils n'ont même pas de quoi acheter du poison pour rats. Pourquoi accepter leurs conditions? Veut-il les pousser, elle et sa fille, à la mort? Shen Metro ne répond pas. Il pose la clé rouillée qui lui fait mal à la main et ouvre la vieille porte. Bravant le vent et la neige, il sort en grands pas. Les flocons glacés frappent son visage. Shen Metro serre fort son vieux manteau et se dirige vers le bout de la rue. Se creusant la tête, il reste moins de 24 heures, demain midi à 12 heures. Il n'a rien dans les poches. Emprunter de l'argent. Impossible, il est connu comme parieur.
Sa réputation est ruinée. La seule solution, c'est retourner à la réparation. Mais sans outils, il ne peut rien faire. Avec sa mémoire, Shen Metro fonce vers la déchetterie de l'ouest de la ville. Le quartier est rempli de ferraille. L'odeur de l'huile est forte. On n'a pas le droit de fouiller partout. Sinon, c'est considéré comme du vol. Shen Metro ignore ça. Il va directement vers le tas d'électronique. Il s'accroupit, enfonce ses mains dans la ferraille glacée. Il fouille rapidement comme avant. En bon chef technique, il a un œil très aiguisé. Moins de 5 minutes. Il déniche un vieux fer à souder au fond d'un panier. Il l'examine. Le câble d'alimentation est complètement cassé. Mais la résistance n'a que de la rouille légère. La prise est à côté. Le câble est coupé, mais la résistance n'est pas grillée. Il le sait. Il pose le fer à ses pieds et continue de fouiller quelques minutes. Il trouve dans un vieux carton un vieux voltmètre à aiguille. Le verre est fendu. L'aiguille est coincée. Shen Metro tape 2 fois sur le cadran. Il écoute le son. L'aiguille ne bouge pas, probablement coincée ou humidifiée. Mais les circuits internes sont sûrement encore bons. Voilà tout ce qu'il a trouvé. Shen Metro apporte tout devant le patron chauve. Pose les objets sur la balance. Demande le prix. Tout est cassé. C'est vendu au poids, comme déchet. 50 centimes. Shen Metro sort les 2 dernières pièces de 10 centimes de sa poche. Les pose sur la table. La résistance, on ne sait pas si elle marche. Le voltmètre est bloqué. Pour le cuivre mouillé, ça vaut quelques centimes. 2 Mao, pas question. Je le remets là-bas. Le patron roule des yeux. Il a pris l'argent et lui a dit de partir. Il est sorti de la déchetterie. Shen Metro file droit vers le stand de réparation de vélos au bout de la ruelle. Zhu, le mécano, est accroupi près du poêle, se chauffant les mains. Mais il n'a pas d'argent à prêter. Allez, pars vite. Il ne demande que de chauffer son fer sur le poêle. Juste un peu de fil d'étain, 10 minutes, c'est tout. Pourquoi tu veux du fil d'étain? Tu sais t'en servir? Shen Metro ne perd pas de temps. Il sort son vieux fer et son multimètre, les pose sur le comptoir. Il attrape une pince rouillée. Il attaque le câble abîmé avec la pince. La gaine isolante est retirée proprement. Dame fils de cuivre jaune apparaissent. Pas une fibre de trop, pas une fibre de moins. Aucune fibre n'est abîmée. Zhu ouvre grand les yeux. La main chauffée reste suspendue. Cette technique de câblage, plus rapide que lui, même après 20 ans de métier. Shen Metro ne s'arrête pas. Il ouvre la prise. Les fils de cuivre sont croisés à chaque bout. Ses doigts bougent très vite. En un instant, un nœud solide. Il branche tout de suite sur la rallonge à côté. En attendant que le fer chauffe, il saisit le vieux multimètre. Pas de tournevis. Il prend direct un bout de fer de Zhu utilisé pour réparer les pneus. Il l'insère dans la fente de la vis et tourne fort. 3 vis tombent au sol. Il ouvre le capot arrière. Shen Metro ne regarde même pas les résistances compliquées. Ses yeux se fixent sur l'aiguille. L'hélice est bloquée par de l'isolant tombé. Avec un fil fin, il sonde doucement. Il soulève délicatement. L'aiguille revient tout de suite à zéro. Le fer électrique commence à fumer à côté. Shen Metro prend un bout de fil d'étain. Février au colophane. Un peu de fumée blanche s'élève. Il appuie le fer sur le point de soudure du circuit. L'autre main apporte le fil d'étain. Moins d'une seconde. Le fil d'étain fond. Shen Metro donne un petit coup de poignet. Il retire vite le fer. Un point de soudure parfait, rond et brillant comme de l'argent. Formé en un instant. Du câblage à la réparation, tout est fluide. Un vrai travail sans à-coups. 10 minutes pile. Zhu laisse tomber sa pipe sèche. Le tabac couvre sa chaussure. Sa mâchoire est sur le point de tomber. Il fixe Shen Metro, bouche bée. C'est toujours le même gars qui boit et bat sa femme. Technique de soudure typique. Vitesse pour trouver la panne. Même les grands maîtres de l'usine nationale ne font pas mieux. Pas mieux que. Tu as vraiment réparé ces outils? Shen Metro ne répond pas. Il referme le capot. Serre les vis. Branche les 2 sondes. Il branche directement sur la prise 220 volts. L'aiguille rouge monte très stablement. Bien calée sur le repère 220. Elle ne bouge pas d'un poil. Shen Metro retire la prise. Met l'outil réparé dans sa poche. Il sort du hangar sans se retourner. Avec les outils en main, il brave le vent et la neige. Fonce vers les logements derrière la déchetterie. Prêt à gagner son premier argent. La réparation n'a pris que 10 minutes. Mais Shen Metro le sait bien. Un vieux fer, ça ne fait pas d'argent. Il lui faut un objet qui rapporte. La déchetterie de les range les vieux appareils. Shen Metro plonge dans la pile de déchets. Téléviseur et ventilateur cassés en tas. Soudain, il fixe un coin du regard. Un gros objet couvert de boue noire. Un double lecteur rouge et argent. Le logo est bien visible. Ségule, un vrai luxe populaire partout. Top de gamme des cadeaux de mariage. Shen Metro l'extrait d'un geste. Il ouvre le compartiment à pile derrière. De l'eau sale et de la boue dévale par terre. La carte mère est trempée. Le vieux récupérateur bâille en jetant un coup d'œil.
Il parle des fils de cuivre. Tout est abîmé. Vendu comme simple plastique. 2 centimes, emporte-la. Chaîne Métro vient d'acheter le fer. Il a dépensé ses 2 centimes restants. Pas inquiet, il se retourne. Il pioche dans la pile de vieux métaux. Choisit 2 barillets de serrure en laiton complet. Les pose devant le vieux avec le lecteur. Le laiton est pur. À refondre, ça rapporte 5 centimes. Échange contre cette boîte cassée. Le vieux y gagne 3 centimes. Il pèse les barillets. C'est le bon poids. Il fait signe de prendre l'objet. En disant qu'on veut pas ce tas de ferraille mouillée. Personne n'en veut. Chaîne Métro saisit aussitôt le lecteur de plusieurs kilos. Coincé sous son bras. Il rentre et pousse la porte en bois. Sa femme, Yem Welking, tient Bébert fiévreuse, les yeux rouges. Elle voit Chaîne Métro ramener ce truc boueux. Elle est désespérée. Elle croit que ce bon à rien ramasse encore des déchets. Chaîne Métro ne dit rien. Il pose le lecteur lourdement sur la table bancale. Branche le fer. Pas de tournevis au démarrage. Il utilise un morceau de fer. Il est rapide, presque invisible. Des vis si longues vis. Ouvre le boîtier. L'odeur de canalisation envahit la pièce. La carte verte est couverte d'oxydation et de verre de gris. Le moteur est plein de boue. Pour un amateur, c'est foutu. Mais pour un ingénieur de gros groupe, le circuit est plus simple qu'un jouet. Chaîne Métro visualise sitôt le schéma. Court-circuit l'alimentation. Condensateur explosé près de l'ampli. Commutateur des têtes hors service. Il prend la pointe de la pince. Gratte la piste de cuivre corrodée. Bruit de grattage. Il retire le vernis. Le cuivre apparaît. Il prend le fer chaud. Petit mouvement du poignet. Jette un reste d'étain par terre. Cherche un fil de cuivre sur la carte. Soude une extrémité sur l'alimentation. Relie l'autre au condensateur de filtrage. Le fil volant est fini. Face au bouton rouillé. Sort le fil d'étain. Soude les 2 côtés directement derrière la carte. Court-circuit fait. Arrache l'ancien condensateur explosé avec la pince. En choisit un similaire et le soude. Un coup de fer. Soudure parfaite. Le changement de condensateur termine la réparation. Moins de 20 minutes. Le fer de Chaîne Métro semble avoir des yeux. Pas un geste de trop. Pause, il referme le capot. Serre les vis. Essuie la boue sur le boîtier. Branche la prise. Appuie sur les boutons marche et lecture. Le voyant rouge s'allume. Le moteur ronfle doucement. Les bobines tournent régulièrement. Le haut-parleur fait entendre son bourdonnement électrique. Le lecteur ségule, déclaré mort, fonctionne à nouveau. Yem Welking, sur le lit, reste bouche bée. Ce bon à rien a vraiment réparé ce truc mort. Chaîne Métro retire la prise. Prend le lecteur. Sort à nouveau dans la neige. Il reste 16 heures avant le remboursement. Il doit vite vendre ça. La nuit tombe. Le marché noir du centre-ville est bondé. Chaîne Métro s'approche directement du gros homme qui fume au coin du mur. Dans ses souvenirs passés. C'est Mallegros, spécialiste des appareils d'occasion. Chaîne Métro lui demande s'il rachète. Il pose brutalement le magnétophone Ségule sur des briques cassées. Les yeux de Mallegros s'écarquillent instantanément. C'est une valeur sûre. Il sort une lampe de poche pour inspecter. Il dit que l'état laisse à désirer. Demande si ça fonctionne. Chaîne Métro insère une cassette de test. Il appuie sur lecture. La voix de Teresa Teng résonne aussitôt des 2 haut-parleurs. Le son est très net. Mallegros remarque que le moteur tourne parfaitement. Mais il fait semblant d'hésiter. La coque est bien abîmée. On ne sait comment il l'a réparée dedans. Il propose 20 yuan, prix fixe. Il tente sa chance. Chaîne Métro rit froidement. 20 yuan, c'est bon pour un mendiant. Il appuie sur stop. Il prend la machine et s'en va. Mallegros panique. Il le retient d'une main. Avec cette qualité, il la revend au moins 80 aux ouvriers. Chaîne Métro se retourne. Il le fixe froidement. Demande s'il s'y connaît. Tête magnétique d'import, toute nettoyée et polie. Amplificateur stéréo, 0 bruit. L'alimentation a été refaite avec régulateur. Cherche partout. Demande qui vend ça en dessous de 50. Mallegros est bluffé par le vocabulaire technique. Il pensait avoir affaire à un pauvre arrogant. Mais c'est un vrai connaisseur. Il accepte vite. Dit OK, 50 yuan. Pour faire ami. Il sort 5 billets neufs de 10 yuan. Les met dans la main de Chaîne Métro. Chaîne Métro serre les 50 yuan. 50 yuan en 1990. Ça vaut 1 mois et demi de salaire d'ouvrier. Il range l'argent. Son ventre gronde fort. Il a faim, ça brûle. Chaîne Métro regarde la boutique Boyin éclairée non loin. Il s'y dirige à grands pas. La faim lui monte des brûlures. Il soulève le rideau épais de la boutique. Une odeur de sauce de soja et de tabac envahit. La grosse vendeuse derrière le comptoir tricote. Elle ne lève même pas les yeux. Chaîne Métro togue sur le comptoir en verre. Demande 2 kilos de porc. La vendeuse le jette un regard. Voyant ses vêtements sales et déchirés, elle durcit tout de suite son visage et demande un ticket de viande. Pas de ticket, pas de vente. À cette heure,
Il reste que des morceaux. Shen Metro dit sèchement qu'il n'a pas de ticket. On négocie le prix. Il sort aussitôt un billet neuf de 10 yuan, le pose sur le comptoir. Les yeux de la vendeuse s'écarquillent. À ce temps-là, acheter de la viande avec 10 yuan, c'est un gros client. Elle pose vite son tricot, sourit largement et dit porte-manteau à 1,5 le kilo. Demande quelle pièce il veut. Shen Metro pointe le gros morceau de gras bien épais. Dit il prend les 2 kilos. Dans les années 90, ce genre de viande grasse par sac, c'était la marchandise la plus recherchée. Avec ça, tu peux faire du sein doux pour manger des mois. La vendeuse coupe et emballe rapidement. Pile 2 kilos. Elle compte 2 kilos pour 3 yuan. Shen Metro prend aussi 10 kilos de farine Fukian et un nouveau wok en fonte à 5 yuan. La vendeuse est choquée. La farine Fukian, c'est du bon blé. D'habitude, on économise même le maïs. Lui, il en veut 10 kilos d'un coup. Elle emballe vite un sac plein. Prend aussi un wok en fonte moyen. Une fois la note réglée, Shen Metro repart avec la viande et le wok. Porte le sac de farine. Va au comptoir pharmacie. Achète 2 plaquettes d'analgin, le plus rapide contre la fièvre. Garde précieusement les 30 et quelques yuan restants. Sort dans la tempête de neige. De retour, il fait nuit noire. Shen Metro donne un coup de pied à la porte cassée. La maison est plongée dans le noir. Yem Weiqin est recroquevillée dans un coin du lit. Elle serre fort duo fiévreuse. Tremble de peur. Shen Metro ne dit rien. Dépose le wok dans un coin, dans le noir. Jette farine et viande sur la table bancale. Va scinder des vieilles planches dehors. Allume le feu dans le poêle en argile. La lumière du feu s'allume. Shen Metro pose le wok neuf, puise de l'eau froide pour nettoyer. Prend le couteau de cuisine. Tranche le gros morceau de gras. Coupe en grosses tranches. Le wok chauffe bien. Il n'ajoute pas d'huile. Met directement le gras dans le wok brûlant. Un bruit de friture explosif retentit. Le gras chauffe en un éclair. Le wok crépite. Le sein doux coule à flot. Forme une belle huile chaude dorée au fond. La viande devient dorée sur les bords. Ça fait un bruit appétissant. L'odeur de viande se mélange à celle du grillé, comme une bombe dans le quartier. Cette odeur est trop forte. Les voisins qui mangent leur bouillie ont tout l'eau à la bouche. La voisine Liu sniffe fort, gifle son fils qui bave, le gronde de regarder, et lui ordonne de manger sa bouillie de maïs. Yem Weiqin sur le lit sans la viande. Elle reste figée. Regarde le wok neuf hébété, et la farine blanche. Fixe enfin le visage de Shen Metro. Ses larmes coulent d'un coup. Elle lâche duo brusquement. Court pieds nus. Attrape la main de Shen Metro qui tient la spatule. Sa voix est désespérée. Demande ce qu'a fait Shen Metro. Tu as braqué. Tu as volé. La boutique dit qu'il est fou. Assez yeux. Impossible qu'il trouve de l'argent pour viande et farine. Il a forcément fait quelque chose d'illégal. Yem Weiqin se met à pleurer. Dit que demain, Qianyu vient reprendre la maison. Il est allé voler, braquer. Les flics l'ont attrapé. Comment vivre, elle est duo. Elle refuse de manger, lui dit d'aller se rendre. Elle tape fort le bras de Shen Metro. Il fronce les sourcils, attrape son poignet d'une main, le force à s'asseoir sur une chaise cassée, parle froidement. Lui ordonne sèchement de se taire et rester assise. Yem Weiqin est impressionné par ce regard, n'ose plus bouger, ne fait que fumer, désespéré. Shen Metro ne veut pas expliquer. Ajoute une louche d'eau dans le wok. Ça fume blanc. Le jus devient vite crémeux. Pendant que la viande mijote, il verse un verre d'eau tiède. Sort une demi-tablette d'analgin. Va au lit. Met doucement le médicament dans la bouche de sa fille. Quand Duodu a fini de prendre le médicament, la viande dans le wok est tendre. Shen Metro remplit un bol de soupe blanche et grasse. Sort quelques morceaux de gras translucide. Retourne au lit. Souffle dessus pour refroidir. L'étend à sa fille. Dit doucement à Duodu d'ouvrir la bouche. Duodu fiévreuse est dans le brouillard. Elle sent l'odeur de viande. Ouvre la bouche et avale. Son ventre, privé d'huile, déguste la viande fondante. Duodu n'a même pas mâché, elle a avalé direct. Ses yeux se sont soudain éclairés. Elle a appelé papa. Elle a dit que c'était bon, jusqu'à ce que sa fille ait mangé 3 morceaux de viande et bu un demi-bol de soupe. Un peu de sueur est apparue sur son front, elle n'a plus de fièvre. En silence, il ne l'a installée au lit que quand elle s'est calmée. Ensuite, elle a servi un énorme bol de bouillon. Elle l'a posé lourdement devant Yem Weiqin. Elle a jeté un mot « mange ». Yem Weiqin a mordu ses lèvres. Dame larmes coulaient sans arrêt. Elle fixait la viande grasse mais refusait de bouger ses baguettes. Shen Metro s'est assis en face d'elle, ferme. Il a sorti les 30 et quelques yuan restants de sa poche. Il les a posés directement sur la table. Shen Metro l'a regardé droit dans les yeux, prononçant chaque mot lentement. Il n'a ni volé ni braqué. Aujourd'hui, il est allé à la décharge. Il a dépensé 2 mao pour un vieux fer à souder cassé. Il l'a réparé. Avec du cuivre de récup, il a échangé contre une vieille ségule mal en point.
Il l'a réparée et vendue au marché noir pour 50 yuan. Yem Wei-king est restée sans voix. Elle a regardé bêtement l'argent sur la table. Il a réparé la machine et vendu pour 50 yuan. Cet homme qui ne sait même pas changer une ampoule. Impossible. Shen Metro ne s'est pas soucié de son choc. Il lui a mis les baguettes dans la main. En silence, il lui a dit de manger. Il a dit que c'était gagné avec son savoir-faire. Désormais, elle mangera de la viande avec lui à chaque repas. Yem Wei-king a serré ses baguettes. Elle a regardé ce mec solide comme une montagne devant elle. Enfin, elle a laissé échapper un sanglot. Elle a baissé la tête et a englouti la viande. Elle pleurait tout en mangeant. 6 heures du matin. Le jour se lève à peine. Shen Metro s'est levé discrètement. Yem Wei-king dormait profondément, câliné à sa fille. Dame traces de larmes sont encore au coin de ses yeux. Shen Metro a touché sa poche. Il restait une trentaine de yuan, pas assez pour Qianyu. Tout compris, il en fallait 150. Cette petite somme est insignifiante face à un usurier. Il a mis son vieux manteau plein de rapiessage. Il a pris le fer à souder et le multimètre. Il a bravé le froid matinal pour filer direct au marché noir. À peine arrivé à l'entrée de la ruelle, il a vu le réalisateur Ma, le gros, accroupi à côté d'un sac en toile. Il mangeait un baozi à la viande. Shen Metro est allé droit au but. Il lui a demandé combien de trucs haut de gamme cassés il avait. Qu'il sorte tout. La ségule d'hier soir s'est revendue à 80. Sacré bénéfice, Shen Metro l'a interrompu direct. Il disait qu'il avait urgemment besoin d'argent aujourd'hui. Il voulait 120, demandant à Ma de lui filer tout son bazar. Il voulait tout réparer dans la matinée. Chaque appareil réparé ramenait de l'argent. Tu prends ou pas? Bien sûr, tant que c'est réparable. L'argent n'est pas un problème. Il s'est précipité pour ouvrir le vieux sac. Il a sorti 4 magnétophones couverts de poussière et un modèle d'importation très rare, un Walkman Panasonic. Shen Metro n'a pas discuté. Il a trouvé une brique plate comme table de travail. Il a emprunté une prise chez le vendeur de Youtiao pour l'électricité. Pendant les 3 heures qui ont suivi, Ma était bouche bée. Shen Metro réparait sans schéma. Aucune pause ni hésitation. Il démontait, utilisait le multimètre, trouvait les points morts. Il refaisait les circuits et changeait les diodes. Ses gestes étaient tellement rapides qu'il laissait une traînée. Même l'appareil importé que le maître avait inspecté 2 jours sans résultat. Le Walkman importé. Shen Metro n'a fait qu'écouter une fois. Il a entendu le moteur tourner à vide. Il a conclu direct que la courroie du moteur était usée et glissait. Et le câble de la tête était cassé. Il a trouvé un gros élastique qu'il a mis sur l'axe. Un coup de fer à souder. Il a ressoudé le câble. Le tout en moins de 10 minutes. Le Walkman a marché. M'a diffusé une musique nette. Ma était tellement ému qu'il se frottait les mains. Il criait que c'était incroyable. 11h30 du matin. Les 5 appareils affichaient tout une lumière rouge et diffusaient de la pop forte dans les haut-parleurs. Shen Metro a rangé le fer à souder. Il s'est frotté les doigts engourdis par le froid. Il a tendu la main pour que Ma lui règle les 120 yuan. Ma n'a pas hésité. Il a sorti 12 billets de 10 d'une grosse liasse. Il les lui a remis avec respect. Il a dit qu'à l'avenir, il lui confierait tout. Shen Metro a rangé l'argent dans sa poche. Il a retiré la prise. Il a rangé ses outils. Il s'est mis à courir vers chez lui. Exactement midi. La vieille porte branlante de chez Shen Metro a été violemment défoncée. Yem Wei-king était en train d'habiller Duo. Elle a poussé un cri de terreur. Elle a serré sa fille contre elle, qui ont eu un manteau militaire, a débarqué avec 4 gros costauds. Il criait que le temps était écoulé. Il demandait à Shen Metro, la tortue, de sortir. Il avait une cigarette au coin des lèvres. D'un coup de pied, il a renversé la table bancale. Les bols cassés se sont brisés en 1000 morceaux. Yem Wei-king tremblait comme une feuille. Elle s'est recroquevillée dans le coin du lit. Elle a supplié Qianyu de leur laisser 2 jours de délai. Elle disait qu'il n'avait vraiment pas d'argent. Qianyu sentant encore l'odeur de Saint-Doux. Énervé, il les a insultés d'avoir de l'argent pour de la viande, mais pas pour rembourser. 2 costauds ont foncé vers le lit comme des fauves. Ils ont attrapé les cheveux de Yem Wei-king. Yem Wei-king a hurlé et pleuré en leur demandant de lâcher. À ce moment critique, une ombre noire a foncé par la porte. Shen Metro est arrivé et a vu la scène. Son calme d'une vie passée a cédé à la rage instantanée. Il a fait 2 pas en avant. Il a pris fermement le poignet du costaud qui attrapait Yem Wei-king. Son pouce a appuyé pile sur l'articulation. Il a brusquement pressé et tordu. Le type a hurlé de douleur. Il s'est effondré à genoux. Son poignet tordu à un angle impossible. Shen Metro n'a pas arrêté. Il a mis un coup de pied dans la poitrine du costaud. Le gars, qui faisait presque 100 kilos, a volé contre le mur. Il a atterri lourdement dans un coin. Qianyu a sursauté. Puis il s'est mis en colère. Il a appelé les 3 autres à charger. Shen Metro a rugi. Il leur a ordonné de s'arrêter. Sa voix perçante a fait tomber la poussière du plafond. Il a marché vers Qianyu. Son regard était glacé.
Aucune peur. Il a sorti brusquement sa main de sa veste. A sorti une grosse liasse épaisse. Dame billet de 10 yuan. Shen Metro a brandi son bras. Il a jeté l'argent comme des briques. Intérêt compris. En frappant violemment le visage gros de Qianyu. Un claquement fort et net. Les billets sont dispersés partout. La tête de Qianyu a été frappée sur le côté. Lui et les costauds étaient stupéfaits. Jamais il n'aurait cru. Il ose non seulement ter peur, mais aussi jeter de l'argent à la figure. Shen Metro a montré les billets au sol. Froidement, il a dit, compte. 150, intérêt compris. Pas un sou de moins. Qianyu, la joue enflée. Il a baissé la tête devant les billets neufs par terre. Son arrogance a été coupée net. Il s'est précipité pour ramasser l'argent. Avec des doigts pleins de salive, il les a comptés vite. 15 billets, 150 piles. Shen Metro l'a regardé d'en haut. Il a demandé pas assez. Qianyu a balbutié que c'était suffisant. Shen Metro s'est avancé d'un pas. Il l'a fixé. Il a dit, la dette est réglée. 10 à Qianyu d'écouter bien. Qu'il garde son chien loin de sa femme et son enfant. S'il ose revenir ici, il promet que Qianyu ne pourra plus jamais se relever. Qianyu avale sa salive. Il n'ose même pas péter. Un geste de la main. Avec ses costauds, il se faufile hors de la porte. Il file comme s'il fuyait la mort. L'ambiance redevient calme. Il ne reste que le vent froid qui souffle dedans. Yem Weiqin serre Duo très fort dans ses bras. Elle se blottise dans un coin du lit. Elle regarde Shen Metro, stupéfaite, de dos. Son regard change totalement. Cet homme qui ne faisait que boire et frapper. Ce lâche qui se cachait sous le lit de la salle de bain. Il a osé les défendre. Il a chassé les truands. Et il a vraiment sorti 150 yuan pour régler le problème. Shen Metro se retourne. Il n'explique pas comment il a gagné l'argent ce matin. Il remet la vieille table debout. Il dit calmement que la dette est payée. Personne ne viendra plus récupérer la maison. Yem Weiqin ouvre la bouche. Les larmes coulent à nouveau. Mais cette fois, c'est à cause d'un sentiment de sécurité inconnu. Shen Metro va vers la fenêtre cassée. Il regarde la neige tomber et la cour délabrée. Il sait bien au fond de lui. Aujourd'hui, il a gagné plus de 100 yuan grâce à ses compétences. Résolu le problème urge. Mais c'est juste du petit boulot. Réparer des magnétophones et de la récupération. Ça suffit juste à acheter un peu de viande. Impossible de faire fortune comme ça. Shen Metro regarde à travers la neige. Ses yeux se posent sur la silhouette du grand magasin au centre-ville. Début des années 90. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Qu'est-ce qui montre le statut? Qu'est-ce qui peut le rendre célèbre du jour au lendemain? Il n'y a qu'une réponse: téléviseur couleur. En 1990, une télévision couleur bédou de 18 pouces. Au grand magasin, prix affiché 1800 yuan. Juste l'argent ne suffit pas. Il faut aussi un ticket pour acheter la télévision. Une famille doit économiser plusieurs années. Même là, ce n'est pas sûr d'en avoir à la maison. Qui a une télé couleur chez lui? C'est l'attraction du quartier. Même le directeur en serait impressionné. Dans la tête de Shen Metro, une seule pensée: impossible d'acheter. Alors il va la fabriquer lui-même. Il n'hésite pas une seconde. Il prend un vieux sac en toile. Il embarque le fer à souder et le multimètre. Il sort en grandes enjambées. La déchetterie de l'ouest de la ville est trop petite. Les bonnes choses sont déjà parties. Shen Metro brave le vent. Il marche septembre ou 8 kilomètres. Il arrive à la station de traitement des déchets de l'usine de machines lourdes en périphérie. Cet endroit est immense. Il y a des montagnes de matériaux industriels. Shen Metro marche dans la boue. Son regard fouille partout comme un radar. Les gros trucs sont difficiles à réunir. Le cœur du téléviseur couleur, c'est le tube cathodique, la bobine haute tension et la carte mère. Il cherche pendant plus de 2 heures. Au bord d'un trou à ordures, il s'arrête net. Un morceau de tube en verre noir ressort. Shen Metro marche vite jusqu'à là. Il creuse les trous durs et sort l'objet d'un coup. C'est un écran couleur 18 pouces. Le verre anti-explosion est couvert de boue. Le tube à l'arrière est scotché de ruban jauni. De toute évidence, on l'a jeté comme du verre cassé. Un vieux près du tas de ferraille crie. Il dit que le tube est percé. Le canon est cassé. Même la fabrique de verre n'en veut pas. Il lui dit que ça ne vaut pas le coup. Shen Metro ne lui répond pas. Il s'agenouille dans la neige. Il sort un vieux chiffon et nettoie avec soin. Même les yeux fermés, il connaît bien les structures comme sa poche. Il n'a même pas besoin d'électricité pour juger l'état. Il tend l'index. Il tape 3 fois sur le tube en rythme. Le son est clair et long, avec une tension particulière. Shen Metro esquisse un sourire. Un son sourd veut dire fuite. Celui-ci est vraiment très clair. Ça veut dire que le vide est parfait dedans. Aucun souci de fuite. Le guetteur est encore argenté. Pas blanchi, donc le tube est vivant. Shen Metro demande au vieux combien pour ce tube en verre. Il dit qu'il le veut pour presser les choux en saumure. Le vieux lève même pas la tête. Il dit de donner 2 yuan et de l'emporter. Ça prend trop de place.
Chaîne Métro sort deux vannes et les met sur le tonneau. Il range avec précaution ce tube de plusieurs kilos dans le vieux sac en toile. Il a le cœur de la télévision. Il lui faut du courant. Chaîne Métro file vers le tas de composants électroniques. Il fouille à main nue dans la poussière. Il sort un bloc de plastique noir relié à un gros fil rouge. Avec une ventouse en caoutchouc, c'est la bobine haute tension, le cœur de la télévision. Elle fournit la haute tension au tube cathodique. Sa surface porte des traces de colle noire. Clairement, il y a déjà eu un court-circuit. Un réparateur ordinaire l'aurait jeté. Chaîne Métro sort son multimètre. Il plante les deux probes dans le socle. Avec son pouce, il teste les modes. Résistance primaire 0,5 ohm. Secondaire 800 ohms. Les yeux de Chaîne Métro s'illuminent. Le bobinage est nickel. L'isolant n'est pas percé, que des traces de colle. En fait, c'est juste le condensateur explosé à côté qui l'a noirci. La bobine va dans le sac. L'après-midi entière, il fouille dans la boue. Il déterre 3 fonds de télévision cassés couverts de mousse verte. Il cherche pas la carte entière, mais les puces de décodage dessus, le transformateur intermédiaire et le module son. Il extrait ensuite un tuner rouillé, coupe une bonne poignée de résistance et de condo, et une bobine de déviation HS. Toute cette pile de super pièces. Le boss du centre de déchets demande juste 1,5 yuan. Le soir, il fait nuit noire. Le vent et la neige redoublent. Chaîne Métro traîne le sac de 70 à 80 kg plein à craquer. Il rentre à la maison en peinant. En arrivant, Liu Dama l'aperçoit plein de boue, et portant ce vieux sac. Elle fait direct la moue, et se moque que Chaîne Métro ait mangé de la viande hier, et repart aujourd'hui ramasser des déchets. Elle pensait qu'il était riche maintenant, qu'il a chassé qui en eut, et va ramasser des déchets toute sa vie. Chaîne Métro ne lève même pas les yeux. Il ignore ces gens snobs. Il rentre direct chez lui avec le sac, et claque la porte en bois. Yemwei-kin donne du porridge à Duo. Elle sursaute. Elle lui demande pourquoi elle ramène tant de ferraille. Il tend vite la main pour prendre le sac. Chaîne Métro aboie doucement. Lui dit de ne pas toucher. Le col du tube est très fragile. Un rien le fait fuir. Chaîne Métro fait très attention. Pose le sac avec soin. Étalé sur la vieille table. Le tube plein de boue, la bobine noircie. Les cartes vertes abîmées. L'odeur de moisi et d'huile sur la table, pour Yemwei-kin. C'est juste des déchets. Mais pour Chaîne Métro, cette pile de trucs, ses yeux brillent d'excitation. Il enlève son vieux manteau mouillé, torse nu. Il pose le fer réparé fort sur la table. Il branche dans la prise cassée. La pointe du fer à souder fume. Avec cette pile de déchets et un fer à souder, il va défier le grand luxe de la télévision couleur des années 90. Chaîne Métro jeta un coup d'œil à Yemwei-kin. Dis-lui de ne pas trop dormir ce soir. Demain matin, il va leur montrer un truc rare. Dehors, la nuit était sombre, le vent et la neige hurlaient. Yemwei-kin dormait paisiblement, s'est rendu au duo. Chaîne Métro tira la table bancale, trouvée pendant la journée. Il versa toute une pile de déchets sur la table. Il commence à assembler la télécouleur. Le plus dur, c'est de faire fonctionner ensemble des pièces usagées de modèles différents. On appelle ça une machine assemblée. Dans les années 90, les techniciens des grandes usines d'État n'osaient pas toucher sans schéma ni oscilloscope. Mais pour l'ingénieur en chef Chaîne Métro Shekian, ce n'est rien du tout. Il saisit 2 cartes mères cassées, recouvertes de moisissures vertes. Les câbles d'alimentation et de signal étaient complètement coupés. Il arracha des fils de cuivre fin avec des pinces. Il vit une pointe chauffée fumée sur la résine. Chaîne Métro n'utilise aucun schéma. Les circuits dans sa tête sont plus clairs que les lignes de sa main. Le câblage commence. Sutton branche le système principal en 110 volts. 4 puces de décodage connectées. Ses poignets allaient si vite qu'ils semblaient flous. Chaque fois qu'il touche avec le fer, c'est un point de soudure parfait. En seulement 30 minutes, dame centaines de fils croisés compliqués. Il relie 2 cartes mères cassées, formant une toile métallique. La carte fonctionne. On raccorde le transformateur haute tension. Chaîne Métro installe le transformateur noirci sur le circuit. Il soude 5 coins argentés à l'envers. Il branche dans une prise cassée. Il teste directement la tension à vide. Assembler une télé, c'est d'abord craindre une ligne horizontale ou une tension incorrecte. Dizaines de milliers de volts suffisent à faire exploser le tube. Un technicien normal doit régler avec un oscilloscope. Chaîne Métro n'avait qu'un vieux multimètre, pas d'oscilloscope. Il doit tout mesurer avec le multimètre et écouter le bruit du courant. La pointe noire touche la masse. La pointe rouge sur la sortie. L'aiguille saute à 115 volts d'un coup, stable comme un roc. Maintenant, il ajuste la fréquence horizontale. Chaîne Métro sort un tournevis plat. Il l'insère dans le potentiomètre de réglage. Il se penche sur la table. Son oreille est tout près de la carte sous tension. Le transformateur émet un son de courant haute fréquence qui fait grincer les dents.
La fréquence standard est de 15 625 Hz. Chaîne métro ferme les yeux, devant lui il voit. Le souvenir auditif du labo s'éveille. Son trop aigu. Fréquence trop haute. L'image va se déchirer. Il tient le tournevis. Il tourne de moins d'un millimètre, très lent. Le bourdonnement baisse d'un ton. Pas assez, recule encore. Il tourne encore un peu. Le bruit agaçant disparaît soudain, remplacé par une vibration haute fréquence stable. Fréquence totalement verrouillée. Le circuit est fini. Débranche la prise. Assemble le tube cathodique. Sans boîtier, il prend des planches. Fabrique un cadre en bois brut. Insère le tube de 18 pouces. Met la bobine de déflexion rouillée. Serre les vis. Enfin, la ventouse haute tension. Avec un vieux chiffon. Nettoie le trou du tube parfaitement. C'est là que passe 20 000 volts. La moindre poussière, ça explose. Tenant le fil rouge. Presse la ventouse dans le trou. Elle s'accroche fermement. Assemblage terminé. Un tas de ferraille sur la table. Transformé avec du bois et des fils. En une télé couleur artisanale. L'aube pointe à peine. Chaîne métro respire un grand coup. Appuie fort sur l'interrupteur nu. Un claquement d'électricité statique résonne dans la pièce. L'électricité statique forte fait que les poils de chaîne métro se dressent d'un coup. Puis, au fond de l'écran sale, un flash blanc surgit. Pas d'explosion, pas d'écran noir. La lumière blanche remplit l'écran. Avec un grand fracas sonore, la télé de 18 pouces s'allume. Un écran de neige éblouissant. Le visage tendu de chaîne métro se relâche. Il sourit largement. Ça marche, il faut l'image. Chaîne métro prend un fil de fer épais, le tord avec une pince, l'insère dans la prise tunaire, accroche l'autre bout à la fenêtre, tourne le bouton des chaînes. L'écran change lentement. La neige s'agite violemment. Une silhouette apparaît brièvement. Chaîne métro stabilise ses doigts. Réglage ultra précis. La neige disparaît à l'instant. L'image est d'une clarté totale. Sur fond de studio rouge et bleu, le présentateur a des couleurs vives. Aucune image fantôme. Le haut-parleur hurle clairement. C'est le journal du matin. Le son est puissant. Fait vibrer le verre sur la table. Plus brillant qu'un modèle neuf, le son résonne dans la baraque. Ian Waking est réveillé en sursaut. Ouvre les yeux, confuse. Éblouie par la lumière. Elle tourne la tête, stupéfaite. Voit ce grand écran dans le bois, diffusant un programme en couleur. Les gens bougent et parlent. Ses yeux s'écarquillent. Son souffle s'arrête. Elle mord le dos de sa main pour ne pas crier. Regarde la télévision. Puis chaîne métro, torse nu et noirci. La ferraille plante d'hier. Après une seule nuit, est devenue une télé qui marche. Même en rêve, c'est incroyable. Chaîne métro souffle un rond de fumée. Désigne la machine artisanale. C'est un objet à 1800 yuan. Fait en une nuit avec 2 yuan. Duo se lève aussi en se frottant. Saute de joie hors du lit. Rie, maman. Regarde, il y a des petits gens. L'isolation de la cour est nulle. Chaîne métro, pour tester le son, a mis le volume au maximum. Les infos traversent les murs, éclatent dans le quartier calme. Madame Liu sort son pot de chambre, entend le bruit, s'arrête net, faillit renverser son pot. Elle marmonne, c'est pas possible. D'où vient ce son chez chaîne métro? C'est la chaîne centrale. Elle écarquille ses vieux yeux, fixe la porte comme un fantôme. Dans toute la résidence, personne n'a même de noir et blanc. Oubliant de vider son pot, elle hurle vers la cour avant. Sortez tous écouter ça. Ce vaurien de chaîne métro. Il a une télé chez lui. Chaîne métro ignore les cris de la vieille. Ferme la porte en bois. Débranche la télévision. Pas envie d'attirer les curieux. L'intérieur est plein de fils nus. Si les voisins se bousculent et touchent le bloc haute tension, les 20 000 volts les tueraient. Chaîne métro passe la journée à isoler avec bois et ruban. Fixe le tube et la carte au cadre. Isole tous les câbles dangereux. Le soir tombe enfin. Fin de service à l'usine. Tout le monde prépare le dîner. Le cri de Madame Liu a circulé. Mais personne n'y croit. Un parieur qui a tout perdu. Comment achèterait-il une télé? Chaîne métro ouvre sa porte, sans dire un mot, porte la télé de 18 pouces, la pose sur la table en pierre, branche le long fil au secteur, accroche l'antenne en fer, à la branche du vieux sophora. Ce spectacle attire tous les voisins. Madame Liu approche avec son bol, demande ce qu'est ce cadre en bois, et cette plaque de verre noir. Chaîne métro ne la regarde pas, appuie sur l'interrupteur, un son de démagnétisation résonne. Puis, l'écran sale s'illumine de blanc. L'instant d'après, une chanson cantonaise puissante, accompagnée de percussions, sort violemment du haut-parleur. La neige disparaît aussitôt. Un homme avec une tresse, en habit traditionnel, prend la pose. L'image est d'une clarté folle. Le plus dingue, c'est que c'est en couleur. Habit bleu sur brique rouge. Les couleurs éclatent aux yeux.
On est en 1990. Peu de gens ont la télé en ville. Alors une télé couleur si grande. Le bol de Madame Liu se brise. Elle ne s'en rend même pas compte. Ses yeux sortent de leurs orbites, fixant les personnages à l'écran. C'est en couleur, s'écrie-t-elle. Ils sont en couleur. Toute la résidence est en émoi. De la cour avant à l'arrière. Tout le monde s'arrête. Tout court vers la cour centrale. En moins de 3 minutes, une foule entoure la porte de chaîne métro. Dame Dieu fixe la scène. Il fixe la télé en bois, n'osant même plus respirer. Les voisins chuchotent entre eux, se demandant s'il l'a acheté. Ça doit valoir 1000 yuan. Quelqu'un dit, ça même pas de coque. C'est assemblé avec des vieux trucs. Tout de suite quelqu'un s'est exclamé, on peut créer une télé avec des déchets. Incroyable. Les voisins qui méprisaient chaîne métro avant, ont soudain changé de regard. Leur dédain a disparu. Il ne reste qu'un choc et du respect. Un homme qui monte une grande télé à main nue. C'est sûrement un vrai expert caché. Juste à ce moment-là, il y a eu soudain du mouvement à la périphérie de la foule. Une femme en manteau de laine, avec une permanente, s'effrayait un passage. C'est Saint Xiulan, la femme du directeur de l'usine Guangming. D'habitude, elle regarde les ouvriers pauvres de haut. Mais maintenant, en voyant la grande télé colorée sur la table, ses yeux brillent comme des projecteurs. Son mari, le directeur, a eu du mal pendant 2 semaines pour obtenir une télévision. Mais c'était juste un petit modèle noir et blanc de 14 pouces. Ça ne vaut rien à côté de ce modèle couleur de 18 pouces. Saint Chiu affiche aussitôt un sourire châle. Elle sort des bonbons et des graines de melon au caramel. Va directement vers Yem Weiqing. Sourit de façon exagérée. Elle appelle Yem Weiqing petite sœur. Dit qu'elle avait deviné depuis longtemps qu'elle était chanceuse. Vanter la compétence de chaîne métro. Personne d'autre ne peut faire pareil. Elle saisit la main de Yem Weiqing. Lui donne tous les bonbons et graines. Son visage se plisse de bonheur. Dit à Duo de profiter. Invite à venir souvent le soir regarder la télé. Ne pas trouver Yem Weiqing embêtante. L'an dernier, quand Duo est tombé malade, ils sont allés chez le directeur pour emprunter 10 yuan. Saint Chiu avait lâché son chien pour les chasser, en les traitant de pauvres. Mais maintenant cette femme hautaine appelle la fille sœur avec un grand sourire. Les yeux de Yem Weiqing rougissent instantanément. Elle sait que tout ça, c'est grâce à elle. Un homme. Chaîne métro lance un regard froid à Saint Xiulan. Il ne répond même pas. Elle retourne dans la maison. Elle ramène 2 chaises solides avec dossier. Les pose près de l'écran, à l'endroit avec la meilleure vue. Grand-mère Liu le voit, sourit largement, se précipite pour s'asseoir, et dit que chaîne métro est vraiment attentionnée. Il pense à apporter une chaise pour la grand-mère. La voix de chaîne métro devient dure. Il la chasse sans gêne. Donne un coup de pied sur la chaussure de grand-mère Liu. La repousse sur le côté. Devant tous les gens étonnés de la cour, chaîne métro va près de Yem Weiqing. Prend son bras. La fait s'asseoir sur la chaise du milieu. Prend Duo et la met sur la chaise voisine. Chaîne métro jette un regard froid autour de lui, aux voisins arrivistes. Et la femme du directeur gêné dit qu'ils peuvent regarder la télé, mais s'ils gênent la vue, il les mettra dehors. Tout le monde se tait, tout recule d'un demi-pas, libère la place de choix, se tiennent sagement derrière Yem Weiqing, tendent le cou pour regarder la télé. Yem Weiqing entend derrière les respirations retenues, et voit les images claires et colorées. Les larmes lui coulent des yeux. Elle se redresse. La télé diffuse un combat passionnant du Wulin Xuanchi. La cour est silencieuse. Tout le monde est captivé. Quand l'ambiance atteint son sommet, un cri officiel et strident retentit à l'entrée. Brise le silence. Quelqu'un crie de faire place. Demande qui ose mettre des objets dangereux ici. La foule se fait pousser violemment. Un homme en bleu de travail, avec un stylo dans la poche. Un vieux sec avec des lunettes entre. 2 apprentis du réparateur d'État le suivent. C'est le vieux réparateur du magasin d'État du coin, Zheng Guoliang Street, le seul ouvrier de niveau 8, technicien radio senior du quartier. Il faut faire la queue même pour réparer une radio. Il est très arrogant. Il venait entendre dans la boutique qu'un résident avait fabriqué une grande télé avec des déchets. Il s'est énervé tout de suite. Ce genre d'assemblage entre différents modèles de télé. Même le chef ingénieur de l'aéroport n'ose pas garantir ça. Et toi, un parieur raté, tu crois que tu peux le faire? C'est forcément de la triche. Ou alors c'est un truc dangereux qui peut exploser à tout moment. Zheng Guoli fixe la vieille télé en bois en surveillant bien. Et le châssis de Maybach. Il ricane froidement, en insultant chaîne métro, le doigt pointé vers son nez. Il crie que tout le monde a envie de mourir, c'est ça? Transformateur haute tension de tube cathodique. Tension de démarrage, plus de 20 000 volts. Même pas de coque isolante. Juste quelques bouts de vieux bois cloués. Si un fil touche la masse, ça explose direct. Les éclats du tube en verre peuvent déchirer le ventre de tout le monde ici. Juste après ces mots, les voisins regroupés devant pour voir Wulin Loguin
se disperse d'un coup. Madame Liu recule de plusieurs pas, paniquée, et tombe assise par terre. Elle accuse Shen Metro d'avoir ramené une bombe pour tuer le quartier. La femme du directeur, Saint Shulan, est tellement effrayée qu'elle en perd couleur. Elle se cache derrière, pointant Shen Metro en le traitant de salaud. Folle pour l'argent. Yemwei King panique. Duo tremble en disant d'appeler la police, et demande à Shen Metro de débrancher la prise. Shen Metro ne bouge pas. Il ne jette même pas un regard. Zheng Guoliang saute partout, Shen Metro lâche froidement, chiant. La colère de Zheng Guoliang monte à la tête. Il menace en disant que Shen Metro n'y connaît rien. Il hurle qu'il va aller signaler Shen Metro au bureau du quartier, pour mettre en danger la sécurité publique. Shen Metro lui dit d'arrêter de crier. Il dit de s'approcher et regarder de près s'il ne voit pas bien. Il s'avance et débranche la prise d'un coup. Il pose ses mains sur le cadre en bois et fait pivoter avec force. Présente direct l'arrière de la télé à tout le monde. Zheng Guoliang ricane à nouveau. Il sort une lampe torche militaire. Il enfonce l'interrupteur. Le faisceau éclaire directement la carte mère. Il voulait trouver un défaut mortel et démasquer Shen Metro devant tout le monde. Mais au moment où le faisceau tombe sur la carte mère, le sourire froid sur le visage de Zheng Guoli se fige. Il se précipite d'un pas, même sans tenir compte du reste d'électricité statique. Son visage est presque collé à la vieille carte mère pleine de mousse verte. Ce n'était pas le chaos qu'il imaginait. Les fils électriques apparaissent. Devant ses yeux, une beauté industrielle impressionnante. Centaines de fils de tailles diverses, alignés comme une troupe de soldats. Tous les angles sont des coins parfaits à 90 degrés. Les connecteurs du transformateur haute tension sont parfaitement soudés et enroulés solidement de 3 couches de cire isolante jaune. Il examine les points de soudure. Sa main tremble sans contrôle. 30 ans de réparation d'appareils. Jamais vu des soudures aussi belles. Chaque point d'étain est rond et net. On dirait des petits haricots argentés qui brillent. Pas la moindre bavure. Pas une seule soudure froide. Une câblage et des soudures parfaitement réglementaires. Il est convaincu tout de suite. Zheng Guoliang gape un souffle froid. Il sursaute comme s'il voyait un fantôme. Il demande comment le réglage AFC a été fait sans oscilloscope. Comment c'est aussi précis? Il demande pour le régulateur de tension. Pourquoi 2 vieux diodes sont utilisés en série? Il dit que c'est impossible. Les pros voient direct l'essentiel. Les voisins ne comprennent pas. Mais ils ont enfin des yeux. Zheng, si arrogant avant. Maintenant, il ressemble à un écolier. Courbé, tenant la lampe torche. Tremblant devant une pile de vieilles pièces. Madame Liu, prenant son courage, demande à Zheng. Ce truc va vraiment exploser. Zheng Guoliang se retourne brusquement et crie « Les yeux rouges non, ça n'explose pas ». Il dit que l'isolation n'est pas limitée. C'est 10 fois plus sûr que la grande télé importée du supermarché. Il dit « Niveau sécurité, c'est même 10 fois mieux ». Ce savoir-faire est incroyable. Silence absolu. Le menton de Saint Shulan va presque toucher le sol. La pose d'expert de Zheng a complètement disparu. Il attrape la main de Shen Metro, tout excité. Il supplie avec enthousiasme. Il appelle Shen Metro maître, demande où il a appris ça. Il dit même le chef ingénieur de la première usine de radio ne pourrait pas faire un truc pareil. Il supplie Shen Metro de venir dans son magasin comme expert technique et propose 100 ou 200 yuan par mois, juste pour les guider de temps en temps. Les voisins sont complètement choqués. Le directeur gagne à peine de 60 à 70 par mois. Zheng Guoli devient fou. Yemwei King se couvre la bouche. Les larmes lui montent aux yeux. Son homme a vraiment réussi. Shen Metro retire sa main d'un coup et tourne la télé. Rebranche la prise. L'écran affiche de nouveau le Wuling Lejean. Il refuse direct, dit qu'il n'est pas intéressé. Il répare selon son humeur. Un chef ingénieur de grand groupe irait bosser dans une pauvre boutique. Tu plaisantes. Zheng Guoli frappe sa cuisse, anxieux. Il supplie Shen Metro de réfléchir encore. Puis, une voix forte retentit à l'extérieur de la foule. Dit à Zheng de ne pas se presser. Avec un savoir-faire pareil, Shen Metro n'est pas intéressé par 200 yuan. Il ne va pas accepter pour si peu. Avec une veste à col Mao, un homme d'âge mûr avec une sacoche en simili-cuir. Il entre en marchant rapidement. C'est Monsieur Yang, chef de la logistique de la société Guangming, célèbre homme d'affaires du site. Yang s'approche de la télé. Il ne regarde même pas le cadre en bois usé. Il fixe juste les couleurs éclatantes et l'avis d'expert de Zheng. Yang demande directement à Shen Metro. Il veut acheter la télé. Il dit que son beau-frère se marie le mois prochain. La belle famille veut absolument une télé. Il a l'argent, mais impossible d'avoir un ticket pour une télé. Il demande à Shen Metro de fixer un prix. Yemwei King entend qu'il y a acheteur. Elle se lève nerveusement. Shen Metro le regarde rapidement. Il a monté cette télé, juste pour gagner son premier capital. Il lève 2 doigts et dit 800. Pas un sou de moins. Les voisins absorbent un coup d'air, stupéfaits.
800 pour une télé bricolée en bois. 800 c'est du vol. Mais Zheng Guoliang acquiesce. Il dit que 800, c'est pas cher. Le tube est majeur et en excellent état. Les couleurs sont mieux que Beidou. Yang ne perdra pas au change. Yang n'hésite pas du tout. 800, même pas assez pour une télé blanche et noire. Mais là, un grand téléviseur 18 pouces. Tu fais fabriquer une belle armoire en bois, c'est parfait. Ça fait classe. Il conclut la transaction sur place. Yang ouvre directement sa sacoche noire. Sous les regards rouges de jalousie de dizaines de paires d'yeux, il sort une grosse liasse de billets. Il compte, la salive sur les doigts. 80 billets. Yang pose 800 yuan sur la table en pierre. Il fait signe de venir l'aider à porter la télé. Il recommande de faire attention à ne pas l'abîmer. Deux jeunes viennent immédiatement. Ils portent la télé en bois très prudemment. Shen Metro est debout près de la table en pierre. Il regarde la grosse liasse sur la table. Yem Wei-King s'approche de Shen Metro. Elle regarde la grosse liasse d'argent dans ses mains. Ses lèvres tremblent. Shen Metro lui donne l'argent direct et lui attrape l'épaule avec autorité. Son regard tombe sur ses vieux vêtements usés, avec des patchs presque blancs. Il parle fort, pour que tout le monde entende. Il dit que demain, Yem Wei-King prend congé. Toute la famille ira en ville pour dépenser cet argent. Le lendemain matin, Yem Wei-King n'a finalement pas obtenu de congé. Le directeur Gao de l'atelier numéro 2 de l'usine Guangming est très opportuniste. Il aime faire payer Yem Wei-King pour tout. Aujourd'hui, il refuse catégoriquement le congé. Il menace de retenir la moitié du salaire si elle manque le travail. Yem Wei-King tient à son argent, les yeux rouges. Elle rend les 800 yuan à Shen Metro. Perchée dans son vieux manteau rapiécé, elle part travailler la tête baissée. Shen Metro regarde son dos frêle. Ses yeux deviennent glacés. Il ne l'arrête pas. Il range les 800 yuan dans sa poche. Il prend Duo dans ses bras. Il quitte le quartier résidentiel d'un pas décidé. Avec l'argent. Aujourd'hui, il va rendre tout ce qu'il doit à cette femme. Avec intérêt. Grand magasin du centre-ville. Le plus grand magasin de la ville. Ils ne vendent que des articles haut de gamme. Shen Metro monte directement au rayon vélo avec Duo, à l'endroit le plus visible. Il y a un vélo noir brillant, avec des parties chromées étincelantes. Un Phoenix 28 creusé des années 90. Shen Metro frappe sur le comptoir en verre. Il demande le prix du Phoenix. Le vendeur, un jeune homme, jette un regard dédaigneux à ses vêtements délavés. Il lève les yeux au ciel et dit « Phoenix 28, modèle lourd, 180 yuan plus un bon industriel. Pas de bon, pas de vente. » Il veut que Shen Metro parte vite. Il dit qu'il ne paiera pas si la peinture est rayée. À cette époque, il fallait un bon industriel pour les achats importants. Un ouvrier met 3 ans pour avoir un bon. Shen Metro ne discute pas. Il va directement vers un revendeur de bons. Il achète un bon industriel pour 30 yuan sur place. Il retourne au comptoir. Il ouvre sa fermeture éclair. Il pose 21 billets bien rangés avec le bon industriel. Avec un bruit net sur le comptoir en verre. Le vendeur sursaute. Shen Metro fixe le vendeur. Il parle d'une voix froide. Avec un ton de commande ferme. Il lui demande de gonfler les pneus. Le vendeur regarde les billets, les yeux ébahis. Son attitude arrogante disparaît soudain. Il se courbe à 90 degrés. Il propose tout de suite un vélo flambant neuf, 10 minutes plus tard. Shen Metro pousse le premier vélo Phoenix du quartier. Il sort du grand magasin. La laque noire brille sous la lumière. Les tubes épais, très solides. Une grosse sonnette en laiton qui résonne fort. On entend à travers la rue. Duo accroche le guidon excité. La fleur rouge est posée sur la barre avant. Shen Metro ne part pas tout de suite. Il entre au rayon vêtements au rez-de-chaussée. Les habits rapiécés de Yem Wei-King. Il ne veut plus qu'elle les porte. Il va au rayon le plus cher. Il remarque tout de suite la vêtement en haut. Un col rouge vif. Une chemise en tissu dacron à plis élégant. En 1990, ce genre de dacron chic et coloré, c'est le rêve de toutes les femmes. Shen Metro montre l'étiquette, 35 yuan. L'équivalent d'un mois de salaire d'un ouvrier. Il achète sans hésiter. Il sort à nouveau des billets pour payer. Il prend aussi un manteau épais en laine. Et des souliers noirs neufs avec talons bas. Il achète aussi une tenue pour Duo. Un nouveau manteau rose et des petites chaussures rouges. Shen Metro accroche les sacs au guidon. Il demande à Duo de tenir fort. Il dit que papa va chercher maman à la sortie du travail. Il enfourche le Phoenix. D'un coup, il pédale fort. Les roues roulent sur l'asphalte. La chaîne fait un bruit super fluide. 5h30, l'après-midi. La radio de sortie de l'usine Guangming retentit partout. Centaines d'ouvriers poussent leurs vieux vélos, sortent par la porte. Yem Wei-King marche tout au bout. Aujourd'hui, le directeur Gao l'a embêté express. Elle a dû porter les trucs les plus lourds. Ses épaules sont toutes marquées. La manche de sa vieille veste en coton est de nouveau déchirée.
Dames ouvrières s'approchent d'elle. Elle parle méchamment à Yemweikin. Chez eux, tout le monde est muet. Hier, vous n'aviez pas touché le gros lot. Pourquoi tu portes toujours tes vieilles fringues au boulot? Elle la chambre, il paraît que vous avez vendu la télé pour 800 yuan. Ton bon à rien a sûrement tout perdu au jeu. Le directeur Gab arrive et lui dit froidement. Arrête d'invoquer tes problèmes de famille pour demander des congés. Si ton mec valait quelque chose, les cochons grimperaient aux arbres. Yemweikin baisse la tête, se mord les lèvres. Les yeux rouges, elle n'ose pas répondre. Elle a trop peur de perdre ce boulot à 30 yuan par mois. Et quand les autres rient le plus fort, on entend soudain une sonnette de vélo très claire, très forte. Le bruit traverse directement toute l'agitation de la porte de l'usine. Tout le monde se retourne automatiquement. De l'autre côté de la route, un homme grand et carré arrive sur un dead flambant neuf Phoenix. Il s'arrête pile devant la porte. Le guidon est plein de sacs luxueux. Le silence coupe net tous les rires moqueurs. Les yeux du directeur Gao s'écarquillent. Les ouvrières n'en reviennent pas. C'est Shen Metro, le fameux perdant de l'usine. Là, il capte l'attention sur son Phoenix tout neuf. Le vélo que même le directeur doit attendre pour avoir. Il s'affiche carrément à l'entrée. Shen Metro garde un pied au sol. Il regarde Yemweikin, éreinté et la tête basse. Ses sourcils se froncent fort. La colère lui monte direct. Il lance d'une voix forte. Bien plus haut que le haut-parleur, il appelle Yemweikin. Yemweikin sursaute. Elle relève la tête. Elle fixe Shen Metro sur Lining Bic, surprise et excitée. Et Duo lui fait signe. Duo s'écrie maman. Papa a acheté un renouveau vélo. Et aussi de nouveaux habits. Les larmes de Yemweikin coulent sans s'arrêter. C'est incroyable. Shen Metro a vraiment acheté le premier vélo de toute la résidence. Il avance, poussant le vélo pour fendre la foule. Il arrive devant Yemweikin. Un coup de pied sec. La béquille claque fort sur le skinsement. Il ne fait aucun détour. Il arrache les sacs d'un geste. Devant Massive Litou, il déchire le paquet sans aucun gêne. C'est d'un rouge vif éclatant. Ça choquait tous les yeux, direct. Une chemise à la mode et un manteau épais haut de gamme. Il les déplie d'un coup. Sa voix joue l'autoritaire. Il met le manteau direct sur les épaules de Yemweikin. Il désire ce truc troué. Ma femme à moi. À partir d'aujourd'hui, c'est que le meilleur. Les ouvrières rageuses en ont les larmes aux yeux. C'est le tissu le plus cher de la ville. Elles économisent des mois sans civiliser l'acheter. Et lui, hop, il l'enfile direct à Yemweikin. Yemweikin rougit comme jamais. Tout embarrassée, elle enfile sa nouvelle tenue. On dit toujours les vêtements transforment la personne. Son visage doux s'illumine d'un global. Sa prestance change du tout au tout. Elle n'a plus rien d'une ouvrière maltraitée. Le directeur Gao avale sa salive. Il en reste bouche bée. Impossible de sortir un mot. Shen Metro les toise froidement. Dans ses yeux, ils valent rien, des déchets. Il dit à Yemweikin de monter sur le vélo. Shen Metro enfourche le phénix noir et brillant. Il tape le coussin de derrière. Yemweikin monte, assise de côté, toute rouge, et serre sa taille solide aussi vite que possible. Shen Metro appuie fort sur la pédale. La sonnette retentit de nouveau. Tout le monde est sous le choc. Yeux de jalousie tout partout. Le nouveau phénix traverse la neige et s'élance. Le vent soulève les pans rouges du manteau. Yemweikin colle son visage au dos de Shen Metro. Elle laisse couler ses larmes de pur bonheur. Il roule direct jusqu'au quartier des baraques. Le son de la cloche fait sortir tout le monde. Madame Liu court avec son bol à la main. Ses baguettes tombent au sol. Elle s'écrie, c'est un vélo Phoenix. Tout nouveau. Tout l'immeuble fixe Yemwei. Et la voit dans ses beaux vêtements flashy. Assise tranquille sur le siège arrière. Les gens en ont les yeux verts de jalousie. Hier, la télé. Aujourd'hui, le vélo. Shen Metro a vraiment pris sa revanche. Il gare le vélo devant leur baraque. Aide sa femme et sa fille à descendre. Sort tout bonnement quelques centaines de yuan de sa poche. Avec un papier estampillé d'un grand tampon rouge. Il les met dans la main de Yemweikin. Il lance fort, pour que tout le monde entende. On ne loue plus cette masure. J'ai pris un local en ville aujourd'hui. Demain, tu quittes l'usine et tu deviens patronne. Le lendemain à l'aube. Bureau du chef de l'atelier 2, usine Guangming. Le directeur Gao boit du thé dans une vieille tasse écaillée. Il boit une gorgée de thé mousseux. D'un coup, la porte s'ouvre brutalement. Yemweikin entre d'un pas ferme. Aujourd'hui, pas de bleu de travail raccommodé, mais le manteau rouge acheté par Shen Metro hier soir, et une chemise bien repassée. Dame soulier verni tout neuf, le dos bien droit. Rien à voir avec la soumise d'hier. Le directeur Gao avale de travers son thé. Il roule des yeux violemment. Il se moque du rouge flamboyant de Yemweikin. Tu te prends pour la femme du patron, ou quoi? Reste tout perdu sur ta paye d'hier, pas de prime. Aujourd'hui, tu déplaces 50 caisses de fonte brute. Tu pars pas sans avoir fini. Yemweikin ne dit pas un mot.
Elle va droit devant le bureau, sort le badge en plastique qu'elle a depuis 3 ans. Elle lève bien son bras et jette le badge juste devant le visage du chef Gao. Elle articule chaque mot. C'est bon, j'arrête tout. Le chef Gao bug. Sa tasse en émail tremble. Le thé lui coule sur le pantalon. Il se lève d'un bond. Il l'engueule, doigt sous le nez. C'est un vrai boulot à vie. Une femme qui démissionne, elle crève de faim. Se perdant, il t'achète un vélo, tu prends la grosse tête. Quand tu sortiras, même à genoux, je te reprends pas. Tasse bien entendu. Yem Weiqing le regarde froidement. 3 ans à encaisser ses moqueries. Aujourd'hui, je lui ai tout rendu. Elle se retourne, manteau rouge vif qui virevolte. Pas la peine. Mon homme a pris une grosse boutique en ville. Je vais être la patronne. Elle sort sans se retourner, quitte le bureau d'un pas décidé, et claque la porte très fort, devant la porte de l'usine. Shen Métro fume, assis sur le phénix tout brillant. Il voyait Weiqing marcher fièrement, avec un tornet détendu sur le visage. Il sourit légèrement, écrase sa clope. Démission faite, il l'emmène à leur boutique. Shen Métro pousse fort sur les pédales. Le phénix s'élance sur la route. Shen Métro ne veut pas d'une petite vie. Il utilise directement l'argent de la télé pour louer le meilleur emplacement centre-ville, rue Jianche. Il décroche une superbe boutique, même si c'est une vieille horlogerie sur le point de fermer. Yem Weiqing saute de la voiture, regarde cet espace d'environ 30 mètres carrés. Une grande boutique lumineuse avec 2 grandes fenêtres vitrées. Elle frotte ses mains d'excitation. Un local aussi vaste. Ça coûte combien par mois? 300. Signé pour un collapsingant. Il déverrouille la serrure du rideau métallique. À l'intérieur, c'est vide et couvert de poussière. Travail à faire, il faut ouvrir aujourd'hui. Le couple, avec du audio, passe la matinée à tout nettoyer de fond en comble. Le sol en ciment est si brillant qu'on s'y reflète. Ensuite, il ouvre le gros sac d'outils acheté au marché noir hier. Février à souder, multimètre, tournevis, pince coupante, tout y est. Il les range soigneusement sur la table de travail. Dans le coin, une paroi de bac commode avec du bois. Tout est bien classé, rempli de résistance, condensateurs, diodes et puces récupérées. Toute la station de travail dégage une puissance industrielle froide et pro. 13 heures. Shen Métro descend une planche de 2 mètres. Une énorme enseigne peinte en rouge. Il monte sur l'échelle. Clac, clac, il la fixe bien en haut, bien visible. Yem Weiqing lève les yeux sur les 4 caractères jaunes, pleins de style. Moge électroménager, écrit en grand, imposant. Shen Métro saute de l'échelle. Il prend un tableau noir d'1 mètre de haut. Avec une craie blanche, il écrit vite une grande phrase BAM. Il la pose au centre de la porte. Les passants sont tous attirés. Ils s'approchent, curieux. Quelqu'un dit, ils sont pas un peu prétentieux. Aucune promo inutile sur le tableau noir. Juste une phrase qui saute aux yeux. On répare l'import que les autres réparent pas. Le public s'enflamme direct. Un gars en bleu de travail rigole, l'import, c'est précieux. Même les vieux experts du grand magasin n'osent pas promettre ça. Un petit magasin ose parler fort. L'enseigne est pas trop grande. Si quelqu'un vient avec pivotal braque et qu'ils peuvent pas réparer, vont se ridiculiser. Shen Métro est derrière le comptoir. Il polit le fer à souder avec soin avec un chiffon blanc. Février à souder. Impossible à réparer. Connais pas. Sans cette enseigne. Comment attirer les clients sérieux? Et les riches propriétaires? J'osais réparer les puces militaires dernier cri dans ma vie d'avant. Les appareils électroménagers importés des années 90. C'est juste des Legos pour lui. Le soleil penche. Tout l'après-midi. Personne n'est rentré. Tout le monde se moque. Yem Weiqing stresse, elle frotte ses mains. À ce moment-là, un freinage aigu hyper brutal. Juste au bord du trottoir. Les gens s'écartent, surpris. Yem Weiqing regarde anxieusement l'entrée. Shen Métro pose son chiffon. Il se lève doucement. Il jette un regard tranchant dehors. Une Volga noire s'arrête devant la boutique. Mal garée devant l'entrée. Le pneu monte sur le trottoir. Odeur de caoutchouc brûlé. La porte s'ouvre violemment. Un jeune homme en blouson de cuir noir, avec des lunettes aviateurs, saute vite dehors. Sous le bras, une grosse machine gris-argent. C'est un magnétoscope double cassette importé, très rare. En 1990, ça valait plus qu'une télévision couleur. Prix marché noir au moins 3000. La plupart des gens n'en ont jamais vu. Le gars en sueur se précipite dans la boutique. Il repère direct la phrase sur le tableau. Ses yeux s'illuminent. Il pose le magnétoscope d'un coup sur comptoir. Il respire fort, très stressé. Shen Métro jette un notice. Regard à la machine, un léger sourire. Yem Weiqing est derrière le comptoir. Son cœur bat à pink. Il sait que leur ère commence ici. C'est le début officiel. Première affaire de Mogo électroménager. Une vieille camionnette immatriculée au sud est arrivée. Elle s'est arrêtée sauvagement devant le tableau noir. La porte s'ouvre brutalement avec fracas.
Un homme en chemise à fleurs, cheveux gominés. Un homme gros, collier en or épais et Rolex bien visible. Il saute du véhicule, en sueur et très agité. Il tient fermement une boîte carrée enveloppée dans un sac plastique noir. Il fixe d'un coup d'œil le tableau noir, spécial pour produits importés. Comme un taureau enragé, il fonce dans la boutique, boîte noire dans les bras. La boîte noire est lourde. Il la pose violemment sur le comptoir en bois massif. Le sac plastique se défait. Une machine argentée à boutons apparaît, avec des indications complexes en anglais. La foule retient son souffle. Quelqu'un crie, c'est un magnétoscope Panasonic original. Ça vaut 4 à 5 000 sur le marché noir. Tu peux réparer tout? Il regarde la machine en silence. Un petit sourire au coin de la bouche. Le gros homme agrippe fermement le comptoir. Il respire bruyamment. Le collier en or bouge avec lui. La sueur coule de ses cheveux gominés. Son col de chemise est trempé. Je m'appelle Zong Dayan. Je suis un boss du Sud. Cette fois, j'ai investi tout ce que j'ai. Ramené depuis la zone spéciale. Un lot de 50 magnétoscopes Panasonic importés en panne. Dès qu'il a fini de parler, la foule explose d'émotion. On crie 50 magnétoscopes Panasonic. Un bon modèle vaut 4 à 5 000 sur le marché noir. Même s'il y a des problèmes. 50, ça fait bien plus de 10 000. Ce patron est vraiment riche. Yem Weikin derrière le comptoir entend le chiffre. Ses jambes faiblissent. Elle s'accroche au mur pour ne pas s'effondrer. Toute cette marchandise a le même problème. Ça ne s'allume pas. Le plus grand service de réparation de grands magasins n'a pas réussi. Ils ont déclaré la mise au rebut. Le soi-disant ingénieur en chef des grands magasins, avec 3 techniciens, a démonté 3 de mes machines. Non seulement ils n'ont pas réparé, mais la carte mère fume dès la mise sous tension. Ils m'ont condamné à mort directe. Ils disent que c'est juste du plastique à jeter. Si c'est vraiment foutu, je dois sauter dans la rivière Qingyang ce soir. Un rire froid et strident retentit dans la foule. Quelqu'un se moque de Zong Dayang. Patron Jin dit qu'il tente tout par désespoir. Quelques apprentis en tenue grise forcent la foule. Un homme en costume chic et lunettes dorées. Ses cheveux bien coiffés, il a l'air sérieux. Il entre en boutique d'un pas décidé. C'est l'ingénieur en chef des grands magasins. Zhu Mingyuan à cette époque. Ceux qui peuvent réparer du matériel importé sont des experts reconnus. Zhu Mingyuan s'approche du comptoir. Il jette un regard de côté à torse nu. À Shen Metro et Zong Dayan qui nettoie le fer à souder. Je l'ai déjà dit. Les modules d'alimentation des cartes sont tout grillés. Le IC de décodage central est aussi mort. C'est bon pour la casse. On les revend comme déchets au magasin. Tu vas chercher une boutique de bricoles pour réparer une lampe. Tu comptes vraiment sur ce gars qui ne comprend même pas les schémas. Pour réparer, Maître Zhu, les grands magasins n'ont vraiment aucune solution. C'est un capital de 10 000. Moi, Zhu Mingyuan, j'ai réparé des imports pendant 10 ans. Si je dis qu'il est mort, personne ne peut le sauver ici. Tout le monde acquiesce. Certains disent que Maître Zhu a étudié à l'étranger. S'il dit non, ça ne marche pas. D'autres se moquent. Le patron de cette petite boutique, probablement jamais vu un magnétoscope Panasonic, ose écrire répare ce que les autres ne peuvent pas. Se faire ridiculiser par un expert, devrait vite jeter le tableau noir dehors. Arrête de faire le malin. Tu peux toucher les circuits intégrés importés. Une erreur, 1000 yuan de perte. Tu peux payer. Face à la provocation de Zhu Mingyuan et la moquerie de la foule, Shen Metro bouge enfin. Il pose le tissu en coton. Il lève la tête avec un regard glacial. Il regarde directement le visage arrogant de Zhu Mingyuan. Il répond froidement, inutile de faire du bruit. Shen Metro sort sa main colleuse et traîne le magnétoscope Panasonic devant lui. Ne touche pas à ça. Faut une clé spéciale pour ouvrir cette machine. Avant qu'il ait fini, Shen Metro sort un simple tournevis cruciforme. Son poignet bouge en éclair. En 3 secondes, 6 petites vis cachées à l'arrière sont enlevées avec une précision étonnante. Shen Metro appuie avec ses pouces sur la coque métallique. Il la pousse d'un coup vif et habile. Le visage de Zhu Mingyuan change. Dans les grands magasins, ils cherchent les schémas. Ça leur prend des heures. Ce gars enlève la coque les yeux fermés. En ouvrant la coque métallique, le circuit complexe s'affiche devant tout le monde. C'est la quintessence de l'industrie japonaise. Un circuit imprimé dense et complexe. Tu es un bourrin. Ça peut arracher les nappes si tu vas trop fort. Shen Metro ne répond pas. Il pose ses mains sur le comptoir. Son regard affûté balaye la grande carte mère verte. Pas besoin de multimètre, pas besoin d'oscilloscope. Ingénieur en chef de groupe milliardaire dans une vie passée, a déjà vaincu des technologies verrouillées étrangères. L'électronique grand public des années 90. C'est limpide pour lui. Son regard dépasse le module d'alimentation brûlé. Il se fixe d'un coup sur le bord de la carte. Sur une petite puce octogonale discrète, Shen Metro sourit froidement, plein de mépris. Il se redresse, avec désinvolture.
Il jette le tournevis sur la table. Les grands magasins, le chef soi-disant. Pour moi c'est surtout, dames incapables, des bons à rien, des branches, lit ses principales grilles. C'est une panne du hardware, tu n'y comprends rien. Problème matériel, ouvre bien les yeux. C'est un verrou anti-démontage. Un circuit de destruction automatique installé par les étrangers. Silence total. Tout le monde est stupéfait. Zhong Dayan demande bêtement. C'est quoi un circuit autodestructeur anti-démontage? Shen Metro prend une petite pince. Il montre la puce octogonale à ressort, froidement, avec une expertise puissante, pour dominer les Japonais. Afin d'éviter le piratage, ils ont mis un micro-interrupteur sous la coque. Dès qu'un imbécile qui ne lit même pas les notices, ne comprend rien, et force le démontage sans relier les fils, le switch se déclenche instantanément. Une fois activé, le condensateur interne libère un courant haute tension inversé. Le flux haute tension traverse le circuit, grille module d'alimentation et la puce hissée sur le champ. Tu en as brûlé 3, parce que t'es nul. C'est toi qui as activé ça. Mais tu fais le malin et déclares la machine morte. Un niveau d'expertise hardcore. Comme une gifle retentissante sur le visage de Zhu Mingguan. Zhu Mingguan transpire à grosses gouttes. Il fixe la petite puce à ressort. Son cerveau explose. 10 ans de réparation. Jamais entendu parler de ça. Mais ce que Shen Metro dit correspond parfaitement aux symptômes de fumée. Ça colle complètement. Impossible, tu racontes n'importe quoi pour tromper les gens. Tu fais comme si c'était magique. Si t'es si fort, répare-la. Le chip IC est complètement brûlé. La carte mère est fichue. Montre-moi comment tu vas t'en sortir. Le circuit anti-sabotage a cramé la machine. Est-ce que c'est réparable ou pas? Tout le monde devant la porte retient son souffle. Il fixe Shen Metro. Shen Metro ricane froidement. Il agit super vite. Il saisit d'un coup le fer à souder brûlant. Brûlé? Alors reconnecte tout. Il prend une fine bobine de fil émaillé. Il pointe direct le fil sur la partie noircie de la carte. La pointe du fer à souder s'abaisse tout de suite. Aujourd'hui, je vous montre comment réparer une machine. Le fer touche la résine. Une fumée blanche et piquante s'élève vite. Shen Metro l'ignore complètement. Zhu Mingguan, hors de lui. Sa main gauche tient un cutter très aiguisé. Il gratte sans hésiter la carte mère verte brûlée. La laque isolante et le cuivre carbonisé. Comme des pellicules, tout est arraché brutalement. Dame fils intact apparaissent dessous. T'es fou, tu détruis la carte. Lycée d'alimentation, c'est un chip japonais spécial. Impossible d'en trouver un ici pour remplacer. La pâte argentée est cassée. Même un expert ne pourrait pas réparer. Ferme-la, il lâche le cutter. Il attrape vite une pièce dans la boîte. Un chip chinois tout simple à 8 pattes. Il prend la pince à dénuder. Un coup de pince. Il coupe sauvagement le chip japonais, coupé à la racine. Et il balance direct à la poubelle. Tout le monde retient son souffle. Zhong Dayan panique, ses jambes flanchent. Il manque de tomber. C'était un produit acheté à prix fort. Tu viens de couper la pièce d'origine. Tu prends un chip local pour remplacer celui de Pana? Tu ne sais même pas les définitions des broches. Je vais t'apprendre ce que c'est les broches. Tout le monde le regarde, choqué. Shen Metro retourne sauvagement le chip chinois. Il le colle sur l'espace vide de la carte. C'est la technique du soudage en vol. À peine dit, Shen Metro sort un fil émaillé très fin. La pointe touche avec précision la première broche du chip. Il la relie direct à une résistance éloignée. Soudée en une seconde. Ce soi-disant chip spécial, c'est pas de la haute technologie. Juste un comparateur de tension et un module de régulation. Les Japonais modifient l'ordre des broches pour piéger. Juste pour avoir ceux qui suivent la notice. Le deuxième fil est connecté. Le troisième court-circuite. Shen Metro va très vite. Le fer laisse des traînées de fumée blanche. En 3 minutes seulement, 8 fils ressemblent à une toile d'araignée. Il soude précisément le chip chinois retourné. Et l'intègre à l'électronique complexe de Panasonic. Enfin, la pince pointe brusquement l'extrémité de la carte. Un micro-interrupteur anti-sabotage à ressort. Aïe, Zhu Mingguan. La bombe qui a cramé 3 machines est retirée violemment. Arrachée d'un coup, Shen Metro la jette par terre. Il l'écrase d'un coup de pied. La serrure anti-sabotage ne fonctionne plus. Shen Metro pose le fer à souder. Sous le comptoir, il sort une petite télé noire et blanche de 14 pouces. Il connecte rapidement le câble VB jaune-blanc-rouge. Il prend le magnétoscope. Il branche la prise sur 220 volts. Tout le monde retient son souffle. Zhu Meng fixe l'arrière. Ses dents grincent fort. Il maudit donc Dayang dans sa tête. Il se met à prier, transpirant. Shen Metro tend un doigt. Il appuie sans hésiter sur le bouton rouge. Il n'y a pas eu d'explosion ni de fumée. Le moteur démarre doucement. L'écran vert s'allume tout de suite. Les chiffres clairs défilent. La machine s'est réveillée. Ça s'est allumé.
Silence, personne n'a parlé. Il a mis une boîte de cassettes dans la trappe. Le bruit de la machine qui avale la cassette est super fluide. La tête magnétique tourne à grande vitesse. La petite télé de 14 pouces à côté a brusquement clignoté. Les parasites ont disparu. L'image hyper nette d'un film d'action de Hong Kong apparaît direct. Le son est fort. Aucun bug ni bruit parasite. Tout le monde reste muet, comme dans un cimetière. Ça dure 5 secondes entières. Tout de suite après, la foule explose. Certains s'exclament que c'est un miracle. La machine condamnée par l'expert importé. Réparée juste avec quelques pièces locales cassées et du fil. D'autres insultent Zhu Mingyuan, soi-disant expert. C'est lui qui a déclenché la panne et il accuse la machine d'être cassée. Un vrai bon à rien. Tous les regards se tournent d'un coup vers Zhu Ming. Le visage de Zhu Mingyuan est 100 fois pire que s'il avait mangé une mouche morte. Tout son corps tremble fort. Il fixe la télé. Le contraste entre l'image claire et la réparation faite à l'arrache. Son monde s'effondre. Sa technologie et 10 ans d'expérience. Devant ce jeune, c'est ridicule. Un écrasement absolu. Les lèvres de Zhu Mingyuan tremblent. Il n'arrive pas à sortir un mot. Vous voulez encore voir réparer la machine ou pas? Vous pouvez payer les frais ou pas? Prends tes gens, dégage d'ici. Le mot dégage est hyper autoritaire. Les dames n'ont plus la tête de rester. Dans des rires super forts, elles se couvrent la tête comme des chiens battus. Elles s'enfuient en bousculant la foule. Disparu. Zhong Dayong est devenu fou. Le grand réalisateur se jette sur le comptoir. Il serre la main de Shen Metro à mort. Trop ému, il pleure et renifle. Il appelle Shen Metro grand frère à répétition. Son sauveur. Il n'hésite pas, ouvre son sac en cuir noir. 3 énormes liasses de billets. Il les pose direct sur le comptoir en bois. Il règle aussitôt la réparation. C'est 3000, c'est le coût de réparation de cette machine. Il va amener les 49 autres tout de suite. Si on arrive à toutes les faire marcher. Paiement de 500 par machine. 3000, tout le monde autour a les yeux rouges. C'est plus qu'un ouvrier gagne en un an. Shen Metro a bossé 10 minutes. Le fer a soudé dans la main directe. Yem Waikin se couvre la bouche pour ne pas crier. Shen Metro reste super calme. Il prend l'argent et le jette dans le tiroir. Il demande à Zhong Dayang de tout ramener. Venez chercher demain après-midi. Il dit ça sur un ton très neutre. Réparer 50 machines importées. Comme couper un chou trop facile. Zhong Dayang est totalement impressionné. Il est hyper rapide. Il sort son carnet, arrache une page. Il écrit vite une longue note. Il signe et appose son empreinte. Il remet ça avec beaucoup de respect. Signature d'un contrat d'exclusivité à long terme. Tous les appareils du Sud avec problème seront pour toi. Seul le magasin de Shen Metro sera reconnu. Shen Metro jette un œil. Il signe d'une écriture ultra stylée. La foule explose complètement. Ils disent que Shen Metro est le numéro 1 en ville. Famille enverront les gros appareils ici en cas de panne. Ce jour, la Shen Metro fait sensation dans le milieu. Le soir, la foule s'en va. Zhong Dayang avec ses employés empile les 49 magnétoscopes restant dans la boutique. Le magasin est archi plein. Shen Metro baisse le rideau et verrouille. Il sort 3 liasses de billets du tiroir. Il les donne direct à Yem Waikin. C'est pour acheter à manger demain. Yem Waikin serre les 3000 épais. Les yeux brillent d'émotion. Après tant d'années de galère, enfin la lumière au bout du tunnel. Alors que les deux s'apprêtent à rentrer à vélo, ils entendent une voix hyper méchante derrière. Quelqu'un appelle Yem Waikin sur un ton sarcastique. Ils disent que c'est pour ça que la rue est si animée. C'est donc chez eux. Ce bon à rien Shen Metro a eu du bol. Il a vraiment ouvert sa boutique. Yem Waikin est soudain figé. Son sourire disparaît immédiatement. Shen Metro se retourne. Il regarde froidement. Sous le lampadaire, une grosse vieille en manteau à carreaux, avec un jeune qui a l'air louche. Il s'approche. C'est la mère de Yem Waikin, Sao Kuilian, et ce frère super égoïste d'une vie passée. Oui. En entendant ce ton aigre, Yem Waikin, tout son corps a comme pris une décharge. Elle frissonne violemment. Elle se cache instinctivement derrière Shen Metro. Zhao Kuilian a appris que Shen Metro a touché gros. Ses yeux deviennent rouges dans la nuit. Elle n'a même pas mangé. Elle traîne son fils et débarque direct. Ses yeux triangulaires filent vite sur Shen Metro. Elle fixe la liasse blanche dans la main de Yem Waikin. Les liasses épaisses de billets. Zhao Kuilian avale sa salive. Les rides de son visage s'étalent en un sourire pourri. Elle pousse vers eux. Ses 2 filets de pommes sont pourris à moitié. Elle les tend avant. Avec un grand sourire, elle appelle Yem Waikin sa chère fille. Ma fille chérie, tu m'as tellement manqué. J'ai entendu que Shen Metro est devenu quelqu'un. Il a ouvert un grand magasin d'électroménager. J'ai spécialement acheté tes pommes préférées pour toi. Yem lui regarde la bicyclette noire brillant d'un air louche. Il observe le vélo avec envie. Il veut le toucher. Ce vélo est stylé. Je vais à un rendez-vous demain. Prête-le-moi 2 jours. Ça va faire classe.
Shen Metro ne prend même pas la peine de parler. Il claque la main de Yemui hyper fort, sur le dos de sa main. Yui la retire vite à cause de la douleur. Sa main devient bien rouge. Il crie et demande pourquoi Shen Metro l'a frappé. Shen Metro avance d'un pas. Son corps solide bloque Yemoikin comme un mur. Il la protège. Enlève ta main sale. T'as abîmé la peinture. Même si on te vend, t'arrives pas à rembourser. Zhao Kuilian voit l'attitude de Shen Metro. Son visage change un peu. Mais pour l'argent, elle reprend tout de suite un sourire faux. Kyangji, on est une famille. Avant, maman n'était pas sympa. C'était parce qu'elle voulait te voir réussir. Maintenant que tu as ouvert un magasin et gagné de l'argent, maman est vraiment fière de toi. Tu vois, Yemui va se fiancer le mois prochain. La famille de la fille veut absolument 2000 de dot. Son père et moi sommes stressés, on a les cheveux blancs. Tu viens de recevoir 3000. T'es plus riche que nous tous. Que Wei Qin donne 2000 d'abord, pour aider Yemui. Elle parle avec assurance, tellement sans honte. Yemwaikin se cache derrière Shen Metro. En entendant 2000, elle tremble d'énervement. Les larmes lui montent aux yeux. Shen Metro rigole froidement et sarcastiquement. C'est super fort. Ça résonne dans toute la rue. Il se retourne d'un coup. Il montre Yemwaikin qui tremble. Il hurle à Zhao Kuilian une famille, vraiment. Le mois dernier, Duo a eu une fièvre. Jusqu'à convulsion. Yemwaikin court chez sa mère au milieu de la nuit. Elle s'est agenouillée devant la maison, juste pour emprunter 10 yuan pour le médicament. Toi la vieille, comment t'as pu faire ça? Même la porte tu l'as pas ouverte. Elle insultait Yemwei-King en la traitant de Yeti par la porte. Elle disait ne pas avoir d'argent, puis elle a pris 20 yuan pour offrir à son fils bon à rien un repas de canard laqué. Zhao Kuilian a été clouée par planeur par la présence glaciale de Shen Metro. Elle a reculé de 2 pas, sous le gentil. En bégayant, elle a tenté de élaborer une excuse, mais c'était à cause de Shen Metro. T'es une joueuse invétérée. J'avais peur que tu reprennes l'argent prêté à Wei Qing et que tu le perdes. Arrête tes mensonges, rappelle-toi comment tu as forcé Yem Wei Qing. Tu me trouvais trop pauvre et tu l'as poussé à divorcer. Tu avais déjà trouvé un remplaçant. Cet homme boiteux de la rue d'à côté. Zhang Xiazi, le vieux célibataire de plus de 50 ans. Dès que Wei Qing l'épouse, ta famille touchera 500 yuan de dot. Tu voulais échanger ta fille contre une dot, pour permettre à ton fils de se marier. Et là, tu me parles de famille. Ces souvenirs sombres et cruels ont été balancés par Shen Metro au grand jour, comme on dévoile une blessure. Même les passants se sont arrêtés. Ils montraient Zhao Kuilian et Yemui du doigt. Les visages pleins de mépris, ils disaient « Cette mère est vraiment cruelle. Forcer sa propre fille à épouser un vieux boiteux. » Certains ajoutaient « Voilà ce qu'on appelle l'appât du gain. Quand quelqu'un est au plus bas, elle le chasse comme un chien. » Mais dès que la fortune revient, elle accourt pour renouer les liens. En entendant toutes ces insultes autour de lui, Yemui en était tellement gêné, qu'il a redressé le cou, et s'est mis à jouer les durs. Arrête de ressasser le passé. Yemwei King, c'est la chair de ma maman. C'est normal qu'elle gagne de l'argent pour maman. Aujourd'hui c'est 2000 yuan. Même si elle ne veut pas, elle devra les donner. Sinon, on squattera devant le magasin. En disant ça, Yemui, très insolent, s'est assis d'un coup sur les marches du magasin de métro. Zhao Kuilian s'est aussi jetée par terre. Elle a commencé à se frapper les cuisses et à hurler. Regardez tout le monde. Ma fille a fait fortune. Et elle se fiche complètement de sa propre mère. Je préfère mourir. Shen Metro les regarde, totalement indifférent à la comédie de cette mère et de ce fils sans scrupules. Son regard est glacial. Il se tourne vers Yemwei King et lui demande calmement « Tu veux leur donner cet argent ?» Yemwei King serre fort la manche de Shen Metro. Elle regarde sa mère qui se roule par terre. Et son frère au visage de voyou. Dans sa tête, il ne reste que l'image de ce jour de neige, où elle était agenouillée devant la maison de ses parents, désespérée, suppliant la tête contre le sol. Et la vision de Duo faillit mourir brûlée. À cet instant, le cœur de Yemwei King s'est éteint. Elle se lève soudain derrière Shen Metro, essuie ses larmes n'importe comment. C'est la dernière fois que je t'appelle maman. Depuis ce jour de neige où tu as refusé de m'ouvrir, je n'ai plus de famille de sang. Ma famille, c'est seulement Shen Metro et Duo. Vous n'aurez plus un sou de moi. Après ces paroles, Yemwei King prend fermement le bras de Shen Metro. Voyant qu'elle ne veut vraiment pas donner d'argent, Zhao Kuilian s'énerve d'un coup. Elle se relève du sol et tente d'attraper les cheveux de Yemwei King. Espèce d'ingrate, petite garce, je vais te tuer. D'un coup d'œil glacial, Shen Metro intervient. D'un long coup de pied, avec beaucoup d'autorité, il donne un grand coup dans la poitrine de Yemui. Yemui est projeté tel un vieux sac percé. Il vole au loin et retombe violemment contre un poteau électrique, se tordant de douleur au sol. Shen Metro ordonne à Zhao Kuilian d'emmener son fils incapable et lui arrache le vieux filet de la main.
Dame bombe pourrie roule partout par terre. La fureur de Shen Metro effraie totalement Zhao Kuilian. Elle se précipite en titubant pour aider Ye. Enragé, Zhao Kuilian crie qu'ils n'oseront plus jamais remettre les pieds dans la cour familiale. Shen Metro ricane en disant qu'il s'en moque, puis il enfourche rapidement son vieux vélo. Ye King monte à l'arrière avec Duo dans les bras. Shen Metro appuie franchement sur la pédale, et le vélo file comme le vent. Zhao Kuilian et Yamui refusent d'abandonner. Ils laissent leur ventre douloureux et courent pendant derrière. 10 minutes plus tard, Shen Metro rentre en vélo dans la résidence du quartier précaire. Je viens de garer la voiture dans la cour. Zhao Kuilian et Yamui ont suivi en se faufilant par la porte. Aujourd'hui, si tu ne donnes pas d'argent, ma mère et moi vivrons dans cette vieille maison. On va rester, manger et boire chez toi. Shen Metro est resté silencieux, il les ignore complètement. Il se tourne et rentre dans la maison. Quand il ressort, Shen Metro tient soudainement un gros bloc de fer noir très lourd dans sa main. C'est une petite machine à souder qu'il a réparée cet après-midi après l'avoir récupérée de la casse. La petite machine à souder hack, remise à neuf, Shen Metro branche le gros câble de la machine à souder directement sur la prise haute tension de la cour. Il prend les pinces de soudage d'une main et un vieux masque en verre noir de l'autre. Il le met devant son visage. Yamui regarde la grosse baguette de soudure dans la main de Shen Metro et lui demande bégayante ce qu'il compte faire. Shen Metro donne un coup de pied à Yamui et va directement chez lui, devant les deux vieilles portes de bois bancal. Il rajoute dehors une grille en fer très lourde faite de vieux métal. Il l'a ramenée de la casse avec le patron aujourd'hui. La grille anti-effraction. Shen Metro ferme la grille en fer d'un geste et bloque complètement Zhao Kuilian et Yamui dehors. Une lumière bleue très vive de soudure explose dans la nuit. La baguette de soudure dans la main de Shen Metro, très précise, vise les joints entre la grille et les tiges en fer déjà fixées au mur. Les étincelles volent partout. La chaleur extrême fait fondre l'acier instantanément. La façon de souder de Shen Metro est vraiment sauvage. En seulement 2 minutes, il utilise 5 grosses baguettes de soudure pour souder fermement. La porte en fer sur le cadre, complètement verrouillée. La lumière bleue brillante s'éteint, même pas de trou de serrure. Shen Metro enlève le masque en verre noir de son visage. Regardant à travers la grille en fer, Zhao Kuilian et Yamui sont pétrifiés dehors. Il jette les pinces brûlantes par terre. Un sourire très froid apparaît sur son visage. Il dit: vous pouvez vivre ici si vous voulez, mais la porte est soudée. Si vous êtes capable, croquez cette barre de fer avec vos dents, et revenez ensuite, voilà. Shen Metro tire la main de Ye King sans regarder en arrière, et rentre dans la maison. Il ferme la porte en bois avec fracas. Il ne reste que le vent froid dehors, regardant la porte lourde soudée à mort. L'attitude arrogante est complètement en déroute. Dans la maison, le feu chauffe bien. Ye King pose les 3000 yuan sur la table, et regarde Shen Metro qui se lave les mains. Elle ressent une sécurité jamais ressentie, presque remplie d'un sentiment de sécurité. Elle est totalement loyalement attachée à cet homme. Shen Metro s'essuie les mains, va à la table, prend les 3 tas de billets de 100 yuan. Il ne regarde pas cet énorme montant. Au lieu de ça, il détourne son regard vers le calendrier accroché au mur. Il appelle le nom de Ye King. L'argent est des milliards. Un éclat très sauvage brille dans les yeux du chef. Il dit: demain, il va réparer tous les 50 magnétoscopes importés du magasin. Livrer tout. Il veut acheter une moto Chang'an rouge et emmener Ye King déménager fièrement de ce vieux quartier. Avant la fin de l'année, il veut faire de Ye King la première millionnaire de la rue. La voix de Shen Metro n'est pas forte, mais très assurée, et vraiment dominante. Les 3 jours suivants, Shen Metro s'enferme dans le magasin Mogelec. Il ne sort pas du tout. 50 magnétoscopes Panasonic Made in Japan, empilés comme un mur à côté de l'établi. Shen Metro travaille torse nu, avec une cigarette à moitié fumée dans la bouche, et un fer à souder et des pinces dans la main, presque comme s'il faisait jaillir des étincelles. Démonter, réparer, souder, tester, reconnecter, mettre sous tension. Test. Sa mémoire musculaire, celle d'un ingénieur principal de milliards dans une vie passée, rend tous ses mouvements très mécaniques et super précis. Aucun geste inutile. En moyenne, 20 minutes par appareil. Le soir du 3e jour, sur l'écran du dernier magnétoscope, les chiffres verts de l'heure s'allument. Shen Metro jette le fer à souder brûlant et expire une bouffée épaisse de fumée. Les 50 appareils voués à la casse sont tout réparés. Dehors, un coup de frein sec. Zhong Dayan arrive avec 4 collègues. Comme une tornade dans le magasin, il regarde tous les magnétoscopes bien alignés, tous allumés. Excité, il lâche quelques gros mots. Il s'exclame que Shen Metro est un dieu vivant.
En 3 jours, les 50 appareils fonctionnent tout. Shen Metro s'essuie le visage avec une serviette. Il montre les machines à Zhong Dayang pour qu'il vérifie lui-même. Zhong Dayang en choisit 3 au hasard. Les connecte à une télé. L'image est très nette, les boutons très réactifs. Il dit qu'il n'a pas besoin de tester davantage. Il garantit la compétence de Shen Metro sur sa tête. Il saisit sa mallette noire à code et la pose bruyamment sur le comptoir. 2 bruits secs. Le coffre s'ouvre, plein de liasses de billets neufs qui sentent l'encre. Zhong Dayang compte avec enthousiasme 549 yuan par appareil. 24 500 yuan plus les 3000 d'avant. Ça fait 27 500 yuan. Il demande à Shen Metro de vérifier. Shen Metro ne regarde même pas. Il saisit quelques liasses de billets et les met dans le tiroir. Il dit que ce n'est pas la peine de vérifier. Il lui dit de charger la marchandise. Zhong Dayang remercie 1000 fois et avec les collègues. Il charge les machines dans le minibus. Avant de partir, il s'incline très respectueusement devant Shen Metro et file vers le marché noir du Sud. Le magasin retrouve le calme. Shen Metro baisse le rideau métallique. Il vide tout l'argent du tiroir sur le comptoir, plus de 20 000 yuan. En 1990, un simple salaire mensuel pour quelqu'un, c'est 30 yuan. C'est plus de 20 000 yuan. C'est une somme énorme, suffisant pour écraser quelqu'un. Shen Metro très rapide. Sort exactement 100 billets de 100 yuan. Les emballe dans du journal. Les glisse dans sa poche. Ensuite, il prend le reste de l'argent et le verrouille dans le coffre en fer sous le comptoir. Il pousse la porte et traverse la rue vers la banque Boying. En fin d'année, il neige fort. La rue est pleine de gens qui achètent pour le nouvel âne. Shen Metro brave la neige, pousse la nouvelle porte épaisse de chez lui. La chaudière brûle fort dans la maison. Yem Wei King, avec un tablier, prépare des feuilles de ravioli sur la table. Je me cache à côté et joue avec une petite voiture que Shen Metro m'a fabriquée avec du fil de fer. En voyant Shen Metro entrer, Yem Wei King se dépêche d'enlever la farine de ses mains et apporte un bassin d'eau chaude pour qu'il se lave les mains rapidement. Elle dit que les raviolis seront bientôt prêts. Shen Metro ne se lave pas les mains. Il avance vers la table à grands pas et sort quelque chose de sa poche. Un petit carnet rouge à couverture rigide. Il pose le carnet rouge sur la table couverte de farine. Il dit à Yem Wei King de l'ouvrir, un sourire très sauvage sur son visage. Yem Wei King est surprise un instant. Elle essuie ses mains sur le tablier et prend très soigneusement le carnet rouge. Sur la couverture, quelques lettres dorées. Carnet d'épargne à vue de la Banque du Peuple. Yem Wei King ouvre la première page. Son regard se pose sur la colonne du solde. Les doigts de Yem Wei King tremblent violemment. Il fixe ce chiffre avec insistance. Ses yeux sont sur le point de sortir de leurs orbites. 10 000. La voix de Yem Wei King se brise net, comme un canard qu'on étrangle. Elle crie 10 000. Ses jambes flanchent. Il s'effondre sur cette vieille chaise derrière lui. Il serre le livret de banque fort dans sa main. Les larmes coulent d'un coup. C'est un chiffre qu'il n'aurait jamais imaginé dans sa vie. 10 000 yuan. À une époque où un han achetait 2 kilos de porc, 10 000 yuan, ça veut dire quoi? Yem Wei King pleure à en perdre haleine. Elle demande à Shen Metro si tout ça vient de réparer des appareils. Shen Metro tend sa grosse main. Il lui frotte fort les cheveux. Il dit que ce n'est qu'un petit montant. Demande qu'elle demain, veille du nouvel an chinois, porte le manteau rouge qu'il lui a offert. Prenne duo toute la famille, pour acheter des grandes choses. Le lendemain matin, c'est le grand marché d'équipements électromécaniques. Ici, ils vendent que des tracteurs et véhicules agricoles. Et quelques rares motos haut de gamme. Shen Metro accompagne Wei King et Duo. Ils ignorent tous les triporteurs agricoles qui crachent de la fumée noire. Se dirigent d'un pas décidé vers le stand au centre du marché. Là, il y a une machine à 2 roues super stylée. Le réservoir rouge est vraiment éclatant. Le gros échappement chromé brille fort. Le phare rond et grand exhale une ambiance mécanique sauvage. Début des années 90. Le rêve ultime de tous les hommes. Moto Changong CJ50. Dans une époque où tout le monde roule à vélo, qui arrive à chevaucher une moto à essence. C'est 1000 fois plus stylé que conduire une Porsche plus tard. Shen Metro pointe la Changong au centre, celle qui brille le plus. Demande au patron le prix. Le patron rond grignote des graines. Jette un regard à Shen Metro, dit que c'est une neuve d'usine. 4500 yuan, pas de négociation. Et il faut une facture aussi. Shen Metro ne discute pas. Il sort direct une grosse liasse. Dame billet emballé dans du journal. Plus le coupon industriel acheté 30 yuan chez un revendeur. Pose tout ça sur le bureau d'un coup. Il donne vite 6 yuan pour l'essence, essaye la moto. Le patron rond manque de s'étouffer avec sa graine. Il ouvre le journal paniqué, compte les 4500 yuan. Acquiesce d'un air humble en s'inclinant.
promet de remplir le réservoir maintenant. 10 minutes plus tard, Shen Metro monte avec fierté la Changong rouge. Il met la clé dans la moto, allume le contact, appuie son pied droit sur le démarreur, donne un bon coup vers le bas. Un rugissement sauvage. Le moteur fait un bruit assourdissant. Le marché explose sous ce bruit. Le pot d'échappement crache une fumée bleue qui sent bon. Ce bruit fait penser à une bête mécanique qui se réveille. Shen Metro crie à Yem Wei-king de monter. Yem Wei-king porte un manteau rouge en laine. Son visage est rouge d'excitation. Elle s'assoit délicatement sur le grand siège arrière. Elle serre fort la taille musclée de Shen Metro. Duo est porté devant, crie d'enthousiasme. Shen Metro leur dit de bien s'installer. Sa main gauche tient l'embrayage. Son pied gauche met la première vitesse. Son bras droit tourne d'un coup l'accélérateur. La Changong rouge démarre comme une flèche. Elle bondit furieusement hors du marché. Il fonce direct vers le centre-ville. Le vent glacé de l'avenue siffle à mes oreilles. Yem Wei-king colle sa joue contre le dos silencieux. Elle écoute le rugissement puissant du moteur, regardant les rues de chaque côté. Les piétons et les vélos défilent à toute vitesse. Les cyclistes sur la route s'arrêtent tout, choqués. Ils fixent cette moto rouge éclatante. Leurs yeux brillent d'envie et de jalousie. Yem Wei-king a crié si vite que des larmes sont emportées par le vent. Mais son visage affiche une arrogance extrême. La moto fonce à toute allure et entre directement dans la rue du quartier. Shen Metro klaxonne bruyamment. Le klaxon strident et le rugissement assourdissant du moteur font sortir tous les habitants de la résidence. Certains s'exclament une moto rouge. Quand Shen Metro, incroyablement stylé, arrête son Changong rouge devant la porte du quartier. Les voisins autour ont les yeux qui sortent presque de leurs orbites. La voisine Liu, à côté, porte une bassine de légumes. Il la laisse tomber de peur. Carottes et choux roulent partout. Elle fixe Shen Metro sur la moto, si imposant. Et Yem assise derrière, vêtue d'un manteau neuf. Ils s'écrient tout ensemble. Shen Metro a acheté une moto. Ça coûte 4 ou 5 000 yuan. Il est devenu millionnaire. Certains crient aussi millionnaire. Le premier millionnaire de toute la rue. Saint Xulan, la femme du directeur d'usine, est aussi là. Elle regarde la moto rouge Changong éclatante, tellement jalouse qu'elle serre fort les dents. Son mari, Lao Song, directeur depuis des années, ne peut même pas s'offrir une roue de moto. Shen Metro pose un pied au sol, balaye la foule d'un regard froid. Il y a 2 mois, ses gens bloquaient la porte de chez lui, le traitaient de joueur et hurlaient contre lui, voulaient saisir sa maison et lui prendre la nourriture de sa fille. Mais maintenant, il roule sur la moto la plus stylée de la ville, avec un livret d'épargne bien rempli. Utilisant la force industrielle, il a écrasé tous ces gens sous ses pieds. Il a achevé l'accumulation primitive, alors que tout le quartier est jaloux et choqué en entourant la moto. Une vieille Jeep verte Beijing 212 s'arrête sauvagement devant la résidence. Avec un frein brusque, les pneus laissent de longues traces noires dans la neige. La porte est violemment poussée. Le directeur Song de l'usine Guangming, même pas le temps de mettre son manteau, saute de la voiture en sueur. Vient le doyen des ingénieurs de l'usine, Lao Sin. Le vieux, tellement pressé que sa dentière tombe presque. Le directeur Song repère tout de suite Shen Metro sur la moto rouge Changong. Comme s'il voyait une bouée de sauvetage, il court désespérément vers lui. Il attrape fermement le guidon de la moto. Avec une voix déchirante, presque en larmes de désespoir, il appelle Shen Metro encore et encore. Maître Lin, patron Lin. Il crie, Lin, sauve-nous. Il dit que l'usine vient d'investir une grosse somme pour une machine-outil hydraulique CNC d'occasion, importée d'Allemagne. La carte mère a brûlé. Toute l'usine est arrêtée. La main gauche de Shen Metro sur l'embrayage s'arrête légèrement. Le sang d'un ingénieur du grand empire industriel s'est enflammé en entendant machine-outil CNC. Il bouillonne tout à coup. Fini les petites réparations d'appareils ménagers. Les vrais affrontements industriels commencent. La Changong rouge ronronne en bas régime. Du bleu sort du pot d'échappement. Devant la résidence, c'est un silence de mort. Tous sont stupéfaits, comme frappés par la foudre. Ils regardent abasourdis. L'usine Guangming, toujours si haut placée. Le directeur Song, maintenant, ressemble à un homme qui se noie, accroché au guidon de la moto de Shen Metro. Dans la foule, Saint Xulan pousse un cri aigu et force son chemin brutalement jusqu'à la moto. Elle pointe Shen Metro assis sur la moto et crache partout en parlant. Elle insulte le directeur Song, un directeur d'une grande usine nationale. Vient supplier ce joueur paumé. Et il roule sur une moto volée sans doute. Dit au directeur Song d'appeler la sécurité. Un grand bruit de gifle claque. Le directeur Song se retourne violemment, lève le bras et gifle violemment le visage gras de Saint Xiu. Les yeux rougis, il hurle comme une bête acculée.
Il lui ordonne de se taire, vieille idiote. Il dit que si elle manque encore de respect à Shen Metro, il divorce aujourd'hui, qu'elle dégage. Saint-Chulan est renversée par la gifle. Dans la neige. Elle reste stupéfaite, la main sur le visage. Tous les voisins, terrorisés, n'osent plus respirer. Le directeur Song ignore sa femme tombée au sol et tourne la tête, désespéré, vers Shen Metro. Il appelle Shen Metro Maître Lin. Il dit que l'usine a un gros souci. Il dit les 3 millions de prêts en devises donnés par la ville. Tout a été investi dans cette machine-outil hydraulique CNC d'occasion d'Allemagne. Pendant le test cet après-midi, la carte mère a soudain brûlé avec de la fumée noire. Il tremble de tout son corps. Sa voix est déchirante, à l'évocation machine-outil CNC. Dans les yeux calmes de Shen Metro brille finalement un éclat acéré. C'était le début des années 90. L'industrie lourde locale commence juste. Une machine-outil CNC allemande d'occasion est considérée comme le trésor de la ville. Chérie comme une relique, Shen Metro accélère légèrement et coupe la plainte du directeur Song. Il dit froidement « brûlé ». On répare. Pourquoi venir le chercher? À ce moment, l'ingénieur principal Lao-Sin sort de la Jeep abîmée et se précipite en titubant. Le vieux pleure presque de désespoir. Il dit « on ne peut pas réparer ». Il tape sa cuisse et dit « toute l'usine est arrêtée ». L'ingénieur allemand venu avec la machine, Claude, est un vrai vampire. Il ne laisse même pas toucher au boîtier. Claude regarde rapidement et dit que c'est à cause de la tension instable. La carte mère est gravement endommagée. Il demande 10 000 $ pour les réparations. Et il faut démonter la carte mère et l'envoyer en Allemagne. Ça prendra au moins 6 mois. Lao-Sin tape du pied de panique. Il dit « l'usine a reçu une grosse commande de boîtes de vitesse. La livraison doit être faite le mois prochain. Il compte sur cette machine pour fabriquer et assembler. Si on attend 6 mois, tous les ouvriers de l'usine Guangming seront licenciés et n'auront plus rien à manger. Même fusillé, le directeur Song hoche la tête désespérément à côté. Sa sueur traverse son manteau épais. Shen Metro ricane froidement. Il leur demande pourquoi ne pas aller voir Zhu Mingyuan du grand magasin de la ville. Il n'est pas censé être expert. Lao-Sin tape la cuisse, en panique. Il dit qu'ils ont tout essayé. Tous les réparateurs d'appareils de la ville. Le vieux technicien de l'usine de radio. Cet après-midi, ils les ont tous ramenés à l'usine. Ces gars-là, en voyant toutes ces puces sur la machine, ils n'osaient même pas respirer. Zhu Ming ne comprenait même pas les plans. Il s'est fait traiter de porc par l'allemand. Lao-Sin fixait Shen Metro intensément. Après, ils ont appris que, sur la rue de la construction, il y a un as qui répare les appareils importés. Il peut même désactiver les circuits anti-démontage à la main. Il a demandé et su que c'était Shen Metro. Lao-Sin disait qu'il bosse dans la mécanique depuis toujours. Aujourd'hui, il met sa fierté de côté pour supplier Shen Metro d'aller à l'usine jeter un œil. On ne va pas laisser ces étrangers nous piétiner. Le directeur s'en s'est aussi incliné. Le chef si fier a dû baisser la tête. Il est venu inviter Shen Metro lui-même à l'atelier. Il n'a même pas fait attention aux voisins tout choqués dans la cour. Il a fait une révérence à 90 degrés à Shen Metro. Il a dit qu'avant, il était aveugle sur les affaires de l'usine. Si Shen Metro peut redémarrer la machine, il peut demander ce qu'il veut. Shen Metro était sur la moto, regardant froidement ses deux patrons désespérés. Il a tourné la tête, jeté un œil à celle assise à l'arrière, Yem Weiki qui était encore sous le choc. Il a demandé au directeur Song. Il a répété ce que tu veux, dis-le. Il a dit qu'hier, le chef Gao de l'atelier 2 a forcé sa femme à porter 50 caisses de fonte et a menacé de lui retirer sa prime d'assiduité. En entendant ça, le directeur Song a eu un blanc dans la tête et a crié furieusement, insultant le chef Gao de Géniard. Il a rassuré Shen Metro. Il appelle tout de suite à l'usine pour virer le chef Gao immédiatement. Il doit nettoyer les toilettes demain matin. Sinon, il le renverra. Yem Wei-King, assise derrière Shen Metro, écoutait cette discussion si protectrice et puissante. Les larmes ont vite monté à ses yeux. Elle a enfoui son visage dans le dos large de Shen Metro. Shen Metro a enfin esquissé un sourire satisfait et froid. Il n'est pas descendu de la moto. Il a appuyé direct sur le klaxon. Il a aidé vite Yem Wei-King et Duo Duo à descendre. Il a demandé à Yem Wei-King de ramener Duo Duo, de bien garder le livret d'épargne. Ensuite, Shen Metro, sur sa moto rouge Chanbong, a fait demi-tour. Il a lancé le nom du directeur Song, en pointant la Jeep. Il lui a ordonné de passer devant et d'ouvrir la voie. Il va affronter l'Allemand. Le directeur Song était soulagé. Il acquiesçait avec excitation, pressant le chauffeur de démarrer. Le directeur Song et Lao-Sin sont montés précipitamment dans la Jeep. Shen Metro a tourné violemment la poignée des gaz. Sa moto rouge Chanbong a rugi bruyamment.
La roue arrière a rejeté une gerbe de boue sur la neige. Comme un obus, elle a foncé à toute allure, directement derrière la Jeep, disparaissant au bout de la rue sous la tempête. Dans la cour du quartier, Madame Liu Saint-Chulan et des dizaines de voisins restent tout figés dans le vent froid. Ils regardent Shen Métro disparaître dans la neige, puis regardent à la porte délabrée. Yemweiki en manteau rouge éclatant, avec le highlight du livret de 10 000 yuan dans la main. Tout le monde a parfaitement compris une chose. Le Shen Métro joueur invétéré est parti. Celui qui reste, c'est un dieu que même le directeur supplie à genoux. Un personnage vraiment effrayant. 20 minutes après, atelier principal numéro 1, usine Guangming. L'atelier est immense, mais à ce moment-là, tout est figé. On peut entendre le moindre bruit de vis par terre. Centaines d'ouvriers en bleu attendent tout avec anxiété. Au centre de l'atelier, au milieu de la foule, il y a une machine aussi haute que 2 étages, peinte en vert foncé industriel. Un véritable monstre mécanique, immense et complexe. À côté de cette bête mécanique, se tient un homme incroyablement arrogant, un étranger blond, Claude, l'ingénieur allemand. Il porte un costume parfaitement repassé, les bras croisés sur la poitrine. Il regarde autour de lui avec mépris. Les techniciens chinois, transpirant de stress. La complexe armoire électrique à côté, est maintenant ouverte. Elle dégage une odeur très forte de brûlé. Claude parle un chinois très malin. Il pointe l'armoire électrique et crie avec arrogance. Il traite les Chinois de stupides. Ils ne comprennent rien à la précision mécanique. Il dit que cette machine est gâchée entre leurs mains. Le panneau principal est grillé. Tous les soi-disant experts de la ville sont venus. Personne n'ose même toucher une vis. Claude rit froidement, très satisfait. Il dit avoir déjà télégraphié au siège en Allemagne. 100 000 $ pour la réparation. Pas un centime de moins. Sans la technologie allemande, ce tas de ferraille va juste rouiller. Les chefs d'atelier et anciens techniciens à côté tremblent de rage, les poings serrés, mais personne ne peut répondre, parce qu'il dit la vérité. Personne ici ne comprend le circuit interne. Alors que Claude se moque avec arrogance de tout le monde, un bruit de moto sauvage éclate soudain, assourdissant, venait de l'extérieur de la porte en fer fermée de l'atelier. Les 2 énormes portes en fer sont brutalement poussées par quelqu'un dehors. Un vent glacial et des flocons jaillissent dans l'atelier. Une moto rouge longue très stylée entre directement dans l'atelier avec arrogance, freine violemment sur le sol en ciment lisse. Les pneus frottent le sol, en produisant un cri aigu. S'arrête net, juste devant la grande machine allemande. Les regards de tous les ouvriers se tournent instantanément vers cette moto tape à l'œil. Shen Métro, très imposant, est assis sur la moto, retire la clé, pose le pied au sol. Il ne retire même pas son casque. Descend directement de la moto. Son regard glacial traverse l'éclairage de l'atelier, passe au-dessus de la foule, très tranchant, se dirige vers l'Allemand arrogant, très tranchant, se dirige vers l'Allemand arrogant. Le vrai choc industriel commence, maintenant.